Donc, l'intitulé de notre conférence, je le rappelle, Retour sur les conflits au Moyen-Orient, la démocratie en danger. Nous aborderons, Guillaume abordera les origines des révolutions arabes, les printemps arabes, les vrais printemps arabes et les faux printemps arabes, les idées reçues sur ces événements, le jeu de l'Occident sur ces événements également, et puis l'avenir des démocraties pour les peuples arabes, musulmans et africains, ainsi que l'avenir de la démocratie pour l'Occident. Voilà, je laisse la parole à Guillaume. Merci Aurélien, merci à l'Examine et puis à Aurélien d'organiser cette conférence sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est passionnant et sur lequel il est vraiment nécessaire de se poser des questions. Ce genre de conférences sont importantes et le site, la page Facebook d'Aurélien est aussi très utile justement pour lancer ce genre de débat, parce que les médias d'une manière générale nous offrent assez peu l'occasion de nous poser véritablement des questions. On a sur ce qui se passe au Moyen-Orient en général un son de cloche assez unique et les personnes qui se posent des questions sont assez peu nombreuses. Celles qui cherchent aussi des réponses sont encore moins nombreuses. Donc je pense que c'est en effet bien d'aller dans ce sens et de se poser des questions sur ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que ça a évidemment des répercussions sur notre mode de vie ici en France et d'une manière générale en Occident, dans la mesure où l'Occident cherche évidemment à influer sur les événements, et on essaiera de comprendre dans quel sens et comment l'Occident influe sur ce qui se passe au Moyen-Orient. Et on aura peut-être après une heure d'exposé, une vision un petit peu différente de ce qu'on entend en tout cas dans les médias. Comme vous êtes jeune, vous avez l'habitude, j'imagine, d'aller sur les médias sociaux et d'aller aussi sur Internet trouver des informations peut-être un petit peu différentes. C'est le seul travail qu'on puisse faire aujourd'hui quasiment pour avoir un son de cloche un peu différent, c'est d'aller voir en effet sur Internet. Malheureusement, il y a tellement de choses que c'est quelquefois difficile de savoir où on peut trouver les bonnes informations. J'espère que je donnerai quelques idées à quelques-uns d'aller encore évidemment fouiller ce genre de sujet pour essayer de comprendre un peu où on en est avec ces conflits au Moyen-Orient. Alors l'intitulé de la conférence est important, parce qu'on aurait pu parler de retour sur les printemps arabes, et on a plutôt utilisé le terme de conflit au Moyen-Orient. Conflit est un peu différent évidemment comme terme que simplement de printemps arabe. Printemps arabe est un peu une sorte de phrase toute faite qui a été concoctée par les médias occidentaux pour nous présenter un peu ce qui se passe de manière un peu univoque dans l'ensemble des pays arabes dans lesquels il pourrait y avoir un certain nombre de troubles. Or, les situations sont totalement différentes d'un pays à l'autre, et on ne peut pas regrouper ça sous le terme de printemps arabe si on veut parler par exemple de ce qui s'est passé en Tunisie, de ce qui s'est passé en Égypte et de ce qui s'est passé en Syrie et en Libye. On a des situations qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Si on peut qualifier d'une certaine manière de printemps arabe ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie, il est, de mon point de vue, totalement fallacieux d'essayer de penser qu'on est dans la même situation en Libye et en Syrie, où les événements ne sont absolument pas déroulés de la même manière, où les aspirations n'ont pas du tout été exprimées non plus de la même manière, et où le jeu de l'Occident a été aussi très trouble dans cette région du monde. C'est une première chose. Donc en effet, on a des conflits dans cette région, des conflits qui ne sont d'ailleurs pas limités aux pays dont on parle le plus souvent, parce qu'on a parlé justement pour les printemps arabes essentiellement de la Tunisie, de l'Égypte, de la Libye et de la Syrie. Or, il y a bien d'autres pays dans lesquels il y a des conflits, où il y a des rébellions, où il y a des troubles qui se situent au Moyen-Orient, notamment en Arabie Saoudite, au Bahreïn, au Yémen et encore quelques autres pays. L'autre chose qu'il est important de dire dès le départ aussi, c'est que le terme Moyen-Orient n'est pas un terme scientifiquement défini. Il y a plusieurs définitions de la région moyen-orientale. Selon les géopolitologues, les historiens, les journalistes, on n'a pas exactement la même définition de ce que représente le Moyen-Orient, mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, disons que l'ensemble des pays dont on va parler sont situés au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ça va, on parlera de l'Iran, on parlera de l'Arabie Saoudite, on parlera de la Turquie qu'on peut situer au Moyen-Orient, on parlera de la Syrie, de la Liban, d'Israël, on parlera aussi de l'Égypte, même si c'est sur le continent africain, on place aussi dans le Moyen-Orient, et certains placent même la Tunisie au Moyen-Orient, et même l'Algérie au Moyen-Orient.
Donc ça dépend un peu de la conception qu'on se fait du Moyen-Orient. Il y a quand même une unité aussi, quelquefois civilisationnelle, qui peut toucher ces pays. Et il y a aussi une unité, si ce n'est pas civilisationnel, quelquefois géopolitique. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte que l'Occident, essentiellement dirigé évidemment par la puissance principale que sont les États-Unis, peut avoir des visées qui concernent l'ensemble de cette région de manière assez unifiée, avec un objectif particulier. On essaiera de découvrir quel est cet objectif, s'il est réel, s'il existe, et quels sont les moyens qui ont été mis en place par l'Occident pour essayer d'atteindre ces objectifs. Alors, l'idée du livre « La démocratie ambiguë » que j'ai écrit, que j'ai publié cet été, c'est un petit éditeur du Luberon, c'était de faire un travail d'introspection du point de vue de la démocratie occidentale et de se dire, nous les démocraties occidentales, comment nous nous comportons d'une manière générale à l'extérieur, en dehors de nos frontières. Nous, on a un peu tendance à définir la démocratie comme quelque chose de limité à ses propres frontières. Donc on s'intéresse, on dit voilà, la France est une grande démocratie, les États-Unis sont une grande démocratie, il y a certes des défauts, mais dans l'ensemble ce sont des pays qui fonctionnent bien. Mais on a un peu tendance à se dire on fonctionne bien parce qu'on regarde simplement à l'intérieur de nos frontières. Alors on peut regarder un petit peu au-delà si on parle de la France, si on regarde les relations qu'on a avec nos voisins européens et la construction européenne, mais on ne va pas tellement sur les terrains, par exemple africains ou sur les terrains moyen-orientaux, pour se poser la question de savoir quelle est l'attitude de la France, par exemple, de la démocratie française dans ces pays, et de se poser la question de savoir si on continue à être une démocratie, si on utilise des moyens répressifs dans d'autres pays que le nôtre. C'est, de mon point de vue, un peu facile, d'une certaine manière, de se prétendre une démocratie quand on se contente de regarder ce qu'on fait chez nous et on dit c'est pas trop mal, et de ne pas regarder les actions de nos propres dirigeants qui, à l'extérieur, peuvent utiliser des moyens de répression féroces dans un certain nombre de pays et se comporter d'une certaine manière comme des tyrannies à l'extérieur de leurs frontières. Donc on va voir qu'en se posant les questions sur ce qu'on fait et sur ce que l'Occident peut faire au Moyen-Orient, ça pose aussi la question de l'avenir de la démocratie en Occident, puisque la démocratie pour moi en effet c'est un ensemble de valeurs et que nos représentants sont d'une certaine manière comptables de ces valeurs et s'ils les appliquent dans nos pays d'une manière à peu près correcte, on doit se poser la question de savoir s'ils le font de manière aussi correcte à l'extérieur. Et dans ce cas-là, on doit se poser la question de savoir quelle est la véritable nature de notre régime. S'il est simplement démocratique à l'intérieur de nos frontières et tyrannique à l'extérieur, on ne pourra pas définir la démocratie occidentale comme étant une démocratie à part entière. Donc ça sera intéressant à mon avis de se poser la question sur quelles sont les frontières philosophiques et intellectuelles de la démocratie. Et en effet, s'il faut les arrêter aux frontières ou s'il faut aller regarder au-delà. Donc voilà, c'est un premier questionnement qu'on peut avoir. Donc pour moi, il y a vraiment à l'origine de ce livre l'idée de remettre en cause ce que j'appelle le dogme de l'infaillibilité démocratique. Qu'est-ce que le dogme de l'infaillibilité démocratique? C'est un peu l'équivalent du dogme de l'infaillibilité papale au XIXe siècle, mais du point de vue de la démocratie. C'est-à-dire que la démocratie, puisqu'elle est démocratie, a tendance à penser que toutes ses actions sont bonnes par nature. Et que si de temps en temps elle fait des choses qui sont répréhensibles, si elle commet des crimes ici ou là, c'est souvent pas de manière intentionnelle, ou souvent ce sont des dérapages, ce sont des accidents de l'histoire qu'il faut mettre de côté, mais qui ne qualifient pas ses activités, qui ne qualifient pas la nature de son régime. Et mon point de vue, une fois qu'on a compris que ce dogme est un véritable dogme, et qu'on se pose des questions pour savoir d'où il vient, pourquoi il existe, et s'il ne faut pas le remettre en cause, on se rend compte en effet que, très rapidement, que en effet, les actions des démocraties ne sont pas toujours évidemment des accidents de l'histoire quand elles commettent des crimes, que ces crimes peuvent être commis par des élites qui dirigent ces démocraties pour des intérêts tout à fait identifiables, que ces crimes peuvent être exécutés de manière répétée dans l'histoire, que ce n'est pas simplement l'histoire ancienne qui nous montre que ces crimes ont eu lieu et que des exemples intéressants nous fournissent le sentiment qu'en effet ce dogme est toujours présent aujourd'hui et qu'il faut le remettre en cause. Et ce qui se passe au Moyen-Orient, je pense, notamment en Syrie et en Libye, nous permettra de voir la force de ce dogme de l'infaillibilité démocratique et qu'il est peut-être temps de le remettre en cause. Alors pour comprendre un peu ce qui se passe donc, dans ce Moyen-Orient, où on a parlé de printemps arabe, ce qui est amusant d'ailleurs comme expression utilisée par la presse, parce que la plupart de ces événements dont on parle aujourd'hui ont commencé essentiellement à la période hivernale. Donc c'est très amusant de parler de printemps arabe alors que c'est une période qui a commencé en hiver. C'est juste une boutade, mais juste pour vous dire que les médias ont besoin comme ça d'un mot générique qui recouvre quelque chose et qui est déjà faux au départ. Mais bon, c'est vrai qu'on a besoin d'une expression, donc pourquoi pas celui-là. Voilà. Donc les conflits au Moyen-Orient
ne date pas d'aujourd'hui évidemment, mais pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans un certain nombre de pays, je pense qu'il faut remonter au moins à 1945 pour comprendre le rôle d'un certain nombre de pays dans le devenir et l'avenir de ces pays arabes ou musulmans, parce qu'en fait le printemps arabe, encore une fois, c'est une dénomination assez restrictive. On parlera de l'Iran. Il y a eu aussi des événements en Iran en 2009 qu'on pourrait tout à fait inclure dans ce mouvement, dans ces conflits qui ont eu lieu à un moment dans la période récente. Alors, il faut, de mon point de vue, remonter à 1945 et notamment, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, à une réunion qui a eu lieu sur un bateau américain, un navire américain qui s'appelle le Quincy, en 1945, en février 1945, si je ne me trompe pas, entre le président Roosevelt, le président des États-Unis d'Amérique, et le roi d'Arabie Saoudite de l'époque, Saoud. Donc ils se sont réunis en 1945 sur ce navire pour faire ce qu'on a appelé, pour signer les accords de Quincy. Il est très important de comprendre de quoi on parle dès cette époque, c'est qu'il y a une convergence d'intérêts géostratégiques extrêmement fort depuis plus de 50 ans, donc, puisque depuis 1945 et même un peu avant, entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis. Avant, c'était avec l'Angleterre, mais à partir de 1945, l'oligarchie, d'une certaine manière, l'oligarchie américaine a pris la place de l'oligarchie anglaise, a pris les devants comme principale puissance sur un certain nombre de théâtres d'opération, notamment au Moyen-Orient, et a donné le là, si on veut, des relations entre l'Occident et un certain nombre de pays au Moyen-Orient. Et donc ces accords de Quincy font créer une sorte de relation très intime entre la principale puissance du monde à partir de 1945 que sont les États-Unis et l'Arabie Saoudite, qui est évidemment pour des raisons géostratégiques assez évidentes pour les Américains, puisque c'est la principale source de pétrole, et que le pétrole est évidemment la principale source d'énergie à partir de cette période. Ce qui est intéressant de noter, c'est que l'Arabie Saoudite est un pays qui n'a pas de constitution, c'est essentiellement un pays qui appartient d'une certaine manière au roi d'Arabie Saoudite, que ce roi a été mis en place par les Anglais, je crois en 1923, après une répression sanglante et absolument épouvantable du régime et des personnes qui n'étaient pas d'accord avec le chef bédouin d'Arabie Saoudite à l'époque, qui n'était qu'un représentant d'un clan et pas du tout un homme politique avec une vision moderne de la politique. Donc les Anglais ont mis en place cet accord qui a été ensuite remplacé par les Américains. Des liens très étroits entre les compagnies pétrolières anglaises et les compagnies pétrolières saoudiennes ont été développés, et ensuite à partir à partir des années 30, des liens extrêmement étroits avec les compagnies pétrolières américaines. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Il faut comprendre que depuis cette époque-là, les liens entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite n'ont cessé d'augmenter, que les élites américaines ont des liens très étroits avec les élites saoudiennes. Il ne s'agit pas simplement d'accords commerciaux qui se passent avec tous les pays qu'on aime ou qu'on n'aime pas, avec qui on a des accords ou on n'a pas des accords, ou on a des désaccords, comme avec la Chine par exemple. Il s'agit vraiment d'une fusion d'intérêts des élites. Il n'y a pas aux États-Unis d'hommes politiques très conséquents qui ne travaillent pas de près ou de loin pour des intérêts liés à l'Arabie Saoudite ou aux pays qui sont aujourd'hui proches de l'Arabie Saoudite, que ce soit le Qatar, les Émirats Arabes Unis, tous les pays de la péninsule arabique. Et ça permet vraiment de comprendre ensuite l'évolution, l'attitude des États-Unis par rapport à un certain nombre d'événements et par rapport aujourd'hui justement aux révoltes arabes qui peuvent survenir. Et comprendre ça, c'est aussi avoir vraiment une clé de compréhension des événements pendant toute cette période, parce qu'on voit qu'un pays qui se dit une démocratie exemplaire, les États-Unis, s'allie avec un régime qui est sans doute un des régimes les plus répressifs de l'histoire, un des régimes les plus obscurantistes, un régime où les femmes ont le moins de droits, un régime où l'essentiel des travailleurs vient de l'étranger pour éviter que les travailleurs sur place aient trop de revendications. Le roi d'Arabie Saoudite a fait venir dans le pays essentiellement il en avait besoin aussi, mais aussi pour les régions stratégiques, a fait venir de l'extérieur des travailleurs, que ces personnes n'ont absolument quasiment aucun droit, que beaucoup sont dans des situations de quasi-esclavage, que le pays est vraiment la propriété d'une seule famille, qui fait ce qu'il veut, qui peut condamner à mort sans aucune
intervention d'un tribunal judiciaire, etc. etc. Donc c'est vraiment un pays qui représente un islam extrêmement rétrograde, extrêmement peu démocratique, et qui, depuis, au moins une trentaine d'années, et ça remonte au-delà, est le principal financeur du terrorisme mondial, du terrorisme islamique dans le monde, pardon. Donc comprendre qu'il y a une alliance depuis 1945 et un peu au-delà entre les principales élites occidentales situées aux États-Unis et les principales élites d'Arabie Saoudite, ça donne déjà une idée de la manière dont on nous vend aujourd'hui, par exemple, la lutte contre le terrorisme. Donc depuis ces accords de Quincy, où les Américains donc, ont passé avec l'Arabie Saoudite un accord en disant « vous nous garantissez un pétrole pas cher, une production continue pendant des années, des décennies et des décennies, et nous protégeons votre royaume et la mainmise de la famille Saoud sur les richesses du pays. » Donc c'était ça vraiment l'idée du Quincy Adams. C'était un accord de Quincy, pardon, c'était un accord qui a duré 60 ans et qui a été renouvelé par Bush pour encore une période de 60 ans. Donc voilà où on en est aujourd'hui. Pour expliquer un peu le contexte dans lequel on se trouve, c'est qu'on a une puissance aujourd'hui principale qui sont toujours les États-Unis. On a l'Arabie Saoudite qui est toujours une puissance majeure dans la région et qui, elle aussi, a une politique à défendre et qui est celle de la suprématie de son idéologie qui est le wahhabisme, donc une vision très rétrograde de l'islam et l'utilisation du terrorisme islamique comme un des moyens d'imposer aussi cette manière de voir. Alors je crois qu'on peut, en partant de cet accord donc, de 1945, on peut comprendre ensuite l'attitude des Occidentaux aux différentes révoltes qui ont eu lieu avant les fameuses printemps arabes dont on parlera juste après. Il y a eu toute une succession de révoltes dans ces pays. Il y a eu les indépendances après la guerre de 1945. La plupart des pays, notamment si on regarde l'Égypte, si on regarde l'Iran, si on regarde tous les pays de cette région, ont acquis leur indépendance face aux Occidentaux. Hein. C'est pareil pour la Syrie, c'est pareil pour la Libye, etc. etc. Et on se rend compte, et on voit tout de suite que ces indépendances, alors certaines n'ont plu aux États-Unis et d'autres n'ont pas plu aux États-Unis. Alors dès qu'il y a eu des leaders, j'allais dire indépendantistes, un petit peu nationalistes, dont la vision n'était pas nécessairement conforme avec le libéralisme défendu par les États-Unis, des opérations ont été mises en place par les États-Unis très rapidement dans beaucoup de ces pays pour renverser les gouvernements, pour tenter de les déstabiliser et pour mettre fin à une forme d'indépendance par rapport aux intérêts occidentaux. On a vu ça par exemple en Iran en 1953 avec l'opération Ajax montée par les États-Unis pour essayer de renverser et de manière réussie le Mossadegh qui a été renversé, donc le dirigeant de l'époque qui était trop nationaliste, qui voulait évidemment, qui avait nationalisé les compagnies pétrolières, ce qui ne plaisait pas évidemment aux Anglais qui étaient très présents dans la région. Donc l'opération a été montée par les Anglais et les Américains pour renverser le gouvernement Mossadegh et ils ont mis un shah, donc un personnage qui a rétabli un régime totalement autoritaire, extrêmement dur, jusqu'en 1979 où ce sont les islamistes de Khomeini qui ont pris le pouvoir. On observe exactement la même chose dans la plupart des pays. En Égypte, Nasser, qui était aussi un indépendantiste, a eu fort affaire avec les Américains et les Israéliens aussi qui avaient à peu près les mêmes intérêts que les Américains dans cette région et qui ont essayé de renverser Nasser, même sans succès. Mais ils ont réussi à mettre un successeur à Nasser en 1970 qui était beaucoup plus malléable, qui était M. Sadat, qui était beaucoup plus occidentalisé d'une certaine manière et répondait aux critères libéraux qui étaient ceux des États-Unis à l'époque. Bon, on peut prendre des exemples dans tous ces pays, on peut étudier vraiment l'enchaînement des événements, on se rend compte que d'une manière générale, quand des gouvernements ne plaisent pas aux Occidentaux, on trouve des moyens de les renverser et d'une manière générale, ils ne plaisent pas aux Occidentaux parce que ces gouvernements sont trop nationalistes, parce que ces gouvernements ont une vision panarabique, parce qu'ils ne disent pas oui évidemment à toutes les demandes des Occidentaux et ont tendance à répartir de manière un peu plus équitable, si on veut, la manne des ressources naturelles qui sont dans leur pays. Alors venons-en maintenant, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, venons-en maintenant à ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui s'est passé donc en Égypte, en Tunisie, en Libye, en Syrie par exemple. Moi, quand j'ai vu ce qui se passait en
en Égypte, j'étais en effet très enthousiaste en regardant Al Jazeera en direct. On voyait ce qui se passait, place Tahrir, et on était assez content de voir des jeunes demandant la démocratie et puis essayant de faire tomber un dictateur autoritaire très proche des intérêts américains. Et on a vu à peu près la même chose en Tunisie, donc on ne pouvait que se réjouir de ça en disant c'est bien, il y a des mouvements qui, pour la démocratie, se développent dans ces pays-là et on sent que quelque chose peut arriver. Donc moi j'étais très enthousiaste à l'idée de voir ça. Ce qui est intéressant d'observer dès le début, c'est qu'on se rend compte que ces révoltes-là ont commencé dans des pays où les dirigeants étaient très proches des intérêts occidentaux. Donc c'est intéressant de noter déjà que M. Moubarak en Égypte, que M. Ben Ali en Tunisie étaient des amis des principaux dirigeants occidentaux. Ce n'était pas juste des relations, encore une fois, commerciales qu'il faut établir entre les Occidentaux et puis les dirigeants de ces pays juste pour développer le commerce. Non, c'était vraiment des vrais liens, ils étaient accueillis, les comptes en banque étaient ouverts, ils allaient ensemble dans les grandes fêtes mondaines ici ou là. Ils étaient respectés, respectabilisés par les Occidentaux, donc il y avait des intérêts communs, puisque c'était d'une certaine manière des gens qui avaient une vision plutôt libérale de l'économie. Ils ne cherchaient pas à faire comme Chavez, à prendre le contrôle des ressources naturelles du pays pour éviter que l'essentiel de ces ressources aille dans les banques étrangères. Donc voilà, c'était des gens qui étaient fréquentables. En plus, on disait qu'ils luttaient contre l'islamisme, qui était le danger qu'on a inventé, principal qu'on a inventé après la chute du communisme, en disant que vraiment, voilà, il n'y a plus de communisme, mais on a un nouvel ennemi qui apparaît, c'est l'islamisme, et on a des dirigeants qui sont sur place, qui sont à la fois libéraux et en plus qui ont plutôt tendance à mater les révoltes islamistes. Donc il n'y a pas de... Voilà, on est copains avec eux et on fait des affaires et on est content d'eux. Donc c'est intéressant de se rendre compte que ça a quand même commencé par là, dans des pays où justement il y a des problèmes économiques relativement importants, où les systèmes de sécurité sociale étaient assez peu développés, où l'économie était plutôt avec un modèle à l'américaine, et de se rendre compte que c'est évidemment des raisons au départ économiques qui ont poussé les gens à se révolter dans ces deux pays-là. En Tunisie, on se souvient de Bouaziz, ce marchand ambulant qui avait été interdit de vendre ses fruits et légumes dans les rues, que la police harcelait, qui s'était immolé, et c'était le début de la révolte en Tunisie qui a amené la chute de Ben Ali. Et quand on regarde ça, on voit très bien que ce qui s'est passé en Égypte et en Tunisie a quand même créé la surprise au sein des pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on ne s'attendait pas vraiment à ce que ça arrive. Les Américains avaient un petit peu prévu la chose pour ce qui concerne Ben Ali, qui sentait quand même que c'était un régime très corrompu, donc il se posait quand même des questions sur la nature du régime, mais d'une manière générale, il ne s'attendait pas en effet à ce que le régime tombe aussi rapidement, en quelques semaines de révolte populaire. Les choses ont quand même permis de faire tomber un régime qui paraissait très, très fort et soutenu en plus par l'Occident et par des armées aussi relativement importantes. Donc c'est la première chose que je noterais, c'est vraiment un peu la surprise des Occidentaux qui voient des gens qui sont alliés à eux en train de perdre le pouvoir. Un point important, par exemple en Égypte, on nous présente souvent M. Obama comme un homme plus fréquentable que M. Bush. Alors on a sans doute raison de le présenter de cette manière. Son entourage est peut-être un peu plus raisonnable, j'allais dire, que l'entourage, les conseillers qu'il y avait autour de Bush, de George Bush. Mais d'une manière générale, en ce qui concerne la politique étrangère, il n'y a quasiment aucune différence. Le comportement de M. Obama ressemble tout à fait au comportement de son ami Bush. Il a même tout autant développé les bases militaires américaines à l'étranger, l'usage de la torture, l'usage des drones pour tuer des innocents ici ou là. Enfin, donc il n'y a pas beaucoup de différence en termes de respect des droits de l'homme à l'étranger entre Obama et M. Bush. Donc je crois qu'il faut aussi s'ouvrir les yeux sur la nature des régimes, et ce ne sont pas des personnages plus souriants qui font que la politique est très différente. Donc une anecdote par rapport à l'Égypte, M. Obama a envoyé au début de la révolte place Tahrir, il a envoyé un de ses conseillers très fin connaisseur de la situation égyptienne, puisqu'il a été ambassadeur en Égypte, c'est M. Frank Wisner Jr. Et alors Frank Wisner Jr., c'est intéressant parce qu'il l'a envoyé pour essayer de régler le conflit sur place, de voir comment il pouvait aider à ce que ça ne dégénère pas évidemment en un bain de sang. Enfin, c'est comme ça qu'ils ont présenté les choses. Mais dès que M. Frank Wisner Jr. est arrivé
en Égypte, il est allé voir Moubarak, il a dit « Oh mon cher ami Moubarak, il faut que tu tiennes bon ». Voilà étaient les messages au début des révoltes arabes, de la deuxième si on veut en Égypte, du président Obama qui a envoyé un de ses conseillers. C'était pas de dire non, partez et amenez la démocratie, c'était tenez bon. Donc ça, je pense que c'est important de comprendre aussi le double jeu qu'il peut y avoir, parce que évidemment dans les discours publics, on met quelqu'un qui présente bien la démocratie américaine, hein, comme en France, on a aussi des gens qui présentent bien notre démocratie, mais qui dans le fond ont quand même un jeu qui est très différent de ce qui apparaît dans les médias. Donc voilà, donc ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, on voit, ça a été subi par l'Occident. L'Occident l'a pas vraiment vu venir, a été très inquiet et a essayé de reprendre la main une fois que les choses étaient un peu inéluctables. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu que le mouvement était trop fort, l'Occident s'est dit bon, on ne va pas maintenir les personnages sur place. Il y a Ben Ali qui a fui en Arabie Saoudite, hein, l'allié des États-Unis. C'est quand même intéressant de voir où vont les gens quand ils fuient. Donc il est allé chez un ami des États-Unis pour se réfugier. Monsieur Moubarak, bon, c'est un peu différent. Il était un peu vieux, il a pas eu le temps vraiment de s'enfuir, donc il est resté dans sa résidence. Il a suffi de le cueillir. Mais donc les États-Unis ont essayé un peu de reprendre le mouvement en essayant de se dire que peut-être que la carte à jouer, c'était quand même la carte islamique. Et on en reparlera à propos de la Libye et la Syrie juste après. C'est intéressant pour eux de se dire, voilà, les frères musulmans, nous, la démocratie, c'est bien chez nous, mais alors la démocratie dans des pays arabes, ça veut dire quoi la démocratie dans les pays arabes? C'est ça qui est intéressant, parce que est-ce que c'est quelque chose qu'on veut, nous, en tant qu'occidentaux, enfin je me mets à la place des dirigeants occidentaux, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on a à craindre? C'est évidemment quelque chose qu'on a à craindre, parce qu'il y a plusieurs éléments qui nous font peur dans l'idée de démocratie. C'est que, évidemment, on pourrait avoir des régimes qui n'aient pas les mêmes présupposés idéologiques que les nôtres, et en général c'est le cas, qui pourraient ne pas être libéraux, qui pourraient être plutôt socialistes, imaginons, ou qui pourraient avoir des velléités un peu à la chaviste, justement, d'indépendance par rapport aux ressources naturelles. Donc la démocratie, c'est un peu aussi la porte ouverte à l'inconnu. Donc laisser ça, la porte ouverte à l'inconnu, c'est pas très agréable quand la première puissance du monde, on a envie quand même de savoir un peu ce qui se passe. Donc comme on a développé des liens aussi depuis un moment avec les frères musulmans, que les frères musulmans ont des liens avec l'Arabie Saoudite, qu'on sait, c'est une chance que les frères musulmans sont extrêmement libéraux, et que finalement ce qui compte, c'est pas tellement ce que ces gens-là promeuvent, ce qui compte c'est vraiment d'un point de vue économique qu'ils soient en phase avec le présupposé libéral de la principale puissance que sont les États-Unis. Donc voilà, on va aider les frères musulmans peut-être à s'installer en Égypte, on va les financer à travers l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite qui va d'ailleurs les financer en déversant des milliards et des milliards. L'Arabie Saoudite qui va donner des dizaines de millions, des centaines de millions de dollars à Ennahda en Tunisie, pour essayer de promouvoir voilà, des mouvements qui en apparence nous pourraient ne pas convenir, puisqu'on pourrait imaginer que les islamistes sont par nature contre l'Occident. Mais ils sont à la fois libéraux et on sait qu'en fait l'Arabie Saoudite, qui est le principal financeur du terrorisme dans le monde et qui défend la vision wahhabite de l'islam, est aussi un allié des États-Unis. Donc en fait, si on regarde bien par derrière, si on a bien compris l'alliance qu'il y avait entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, on comprend bien que mettre en avant des islamistes dans un certain nombre de pays n'est pas nécessairement une manœuvre pour nous tirer dans le pied plus tard, puisque finalement on se rend compte qu'on a des liens avec ceux qui financent ces mouvements islamistes et que, en plus, ils sont libéraux et que une démocratie pure et simple pourrait faire que, peut-être, par exemple, pour l'Égypte, ils ouvriraient les frontières aux Palestiniens, par exemple, et donc il vaut mieux mettre des gens avec qui on fait un accord dès le départ, des gens qu'on peut maîtriser et qui sont proches de nos idées, tout en donnant l'apparence que c'est pas le cas. Enfin, c'est un jeu assez complexe, assez intéressant, mais une fois qu'on a encore compris l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, ça permet de mieux comprendre ce qui se passe. Alors on ne peut pas dire que l'Occident on décide de tout non plus, hein. Moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'on a tous les pouvoirs. C'est qu'on essaie de faire des choses, on essaie d'intervenir, on essaie de mettre nos pions d'une certaine manière là où on peut,
mais ça ne veut pas dire que ça va réussir. Donc moi je ne dirais pas que l'avenir, en tous les cas, des révoltes qui ont eu lieu en Tunisie et en Égypte sont fermés, que l'Occident est certain des conséquences que cela peut avoir sur les sociétés et sur nos relations futures avec ces pays. D'autant plus qu'il y a aujourd'hui la Syrie qui est un point de fixation très important dont on va parler juste après la Libye. Donc passons à la Libye, et je vais vous dire pourquoi la Libye et la Syrie sont des exemples qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte. D'accord. En Tunisie et en Égypte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'Occident a été plutôt surpris, on n'a pas tout maîtrisé, on a essayé de rattraper le coup aujourd'hui en finançant un certain nombre d'orientations politiques de certains partis, mais les choses ne sont pas encore écrites. Alors que pour la Libye et la Syrie, pardon, les choses d'une certaine manière ont été écrites par avance. Pour moi, il n'y a absolument pas eu de printemps arabe en Libye et en Syrie. Ça a été des opérations qui ont été voulues par l'Occident avant qu'il y ait quoi que ce soit qui se passe dans ces pays-là, que le prétexte des printemps arabes a été le prétexte, j'allais dire géopolitique, qui a permis de lancer ces opérations, dont certaines étaient déjà prévues d'avance. Il faut comprendre un peu la géostratégie américaine, qui est évidemment d'avoir prise sur les ressources en matière première du Moyen-Orient, et de voir que la situation américaine, et par la situation qu'ils avaient il y a quelques décennies, ils sont beaucoup plus fébriles aujourd'hui, et ils comprennent que la bataille pour les ressources naturelles dans cette région du monde va être féroce. Donc on a vu au début de la présidence de George Bush, on a vu Dick Cheney qui a créé un groupe sur l'énergie stratégique pour déterminer quelles devaient être les orientations des États-Unis vis-à-vis des ressources pétrolières dans cette région. Et ce qu'il en est ressorti de ça, c'est vraiment une vision qui est conforme à celle qui a été développée par un géostratège américain qui s'appelle Brzezinski, qui a écrit un livre en 1997 qui s'appelle Le Grand Échiquier, et qui dit que pour maintenir la prééminence des États-Unis dans le monde, sur le siècle qui arrive, il faut maîtriser ce qu'il appelle l'Eurasie, c'est-à-dire en fait c'est l'Europe et une grande partie de l'Asie et le Moyen-Orient au milieu. Et il faut maîtriser ses ressources, il faut s'assurer qu'aucune grande puissance dans cette région du monde ne puisse s'élever, et il faut donc se donner les moyens de le faire, et pour ça il faut malheureusement déclarer un certain nombre de guerres. Et ou de conflits, ou moins s'assurer que les régimes de ces pays-là nous soient favorables. Et le chef suprême du commandement de l'OTAN, qui est le bras armé des États-Unis dans le monde, Wesley Clark, avait en 2007, dans une interview qu'il a faite à un site, comment s'appelle ce site? Je vous le redonnerai tout à l'heure. Il avait fait donc une interview, Democracy Now, qui est en fait une émission de radio américaine. Il avait fait une interview dans laquelle il avait dit, voilà, après le 11 septembre 2001, au Pentagone, il était très clair que, avec donc la géopolitique définie par Dick Cheney et puis un certain nombre d'autres personnes américains qui s'intéressent à ce sujet, que l'objectif, c'était de faire tomber le régime iranien, c'était de faire tomber le régime libyen, c'était de faire tomber le régime syrien, c'était de faire tomber le régime libanais, c'était de faire tomber le régime somalien et faire tomber le régime irakien. Alors c'est intéressant parce que c'était les 7 pays, il me semble, qui ont été mentionnés comme étant les priorités de l'administration Bush et qui restent aujourd'hui une priorité. Et on voit bien qu'un certain nombre de ces pays, évidemment, les choses ont déjà été organisées, où il y a eu déjà des tentatives, comme en Iran en 2009, avec une tentative de déstabilisation par une contestation des élections. Et donc on voit bien que la Syrie et la Libye étaient déjà mentionnées. Bon, ça ne suffit pas, vous me direz, bon, on mentionne, ils ont toujours des rapports, d'un rapport à l'autre ça pourrait évoluer, mais on sent vraiment, quand on lit vraiment l'ensemble des dossiers, des rapports qui ont été publiés par les centres de réflexion néoconservateurs américains qui ont été repris par l'administration Obama ensuite, ces pays-là font vraiment l'objet d'une attention toute particulière. Alors pour la Libye, ce qui est intéressant, c'est que en octobre 2010, donc avant les révoltes arabes qui ont commencé, je vous le rappelle, en janvier 2011, en octobre 2010, il y avait un certain personnage qui était le président le ministre du protocole de Kadhafi,
qui se trouvait à Paris et qui fait défection. Événement dont on ne parle pas du tout dans la presse française. Il se rend en France. Au début, bon, il est même arrêté un moment, mais il se trouve qu'il y a des discussions qui se font avec lui de manière officieuse, avec l'État français et ce personnage-là, pour justement essayer de commencer à trouver des solutions pour remplacer Kadhafi. Pourquoi remplacer Kadhafi? Kadhafi, le problème, c'est que c'est un personnage qui est arrivé au pouvoir en 1969, après un coup d'État militaire, dans un pays qui n'était absolument pas développé, qui n'avait aucune infrastructure, qui était un peu, d'une certaine manière, laissé à l'abandon, qui avait été d'ailleurs sous mandat français jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui va développer le pays avec une optique, j'allais dire, un peu socialisante, et avec évidemment une vision panarabique de l'Afrique, en disant, en effet, encore une fois, les ressources naturelles du pays doivent appartenir au peuple. Je vais développer ce pays. Il en a fait, donc au moment de sa mort et de son exécution, il en avait fait le pays qui avait le plus haut taux de développement humain. C'est quand même intéressant de voir que donc le pays d'Afrique qui avait le plus haut taux de développement humain d'après les critères de l'ONU était la Libye. C'était un pays où il n'y avait pas de chômage. C'était un pays où, quand un nouvel enfant naissait dans une famille, il recevait plusieurs centaines de dollars. C'était un pays où la médecine était gratuite. C'était un pays où les hôpitaux fonctionnaient pour tout le monde. C'était un pays où les femmes avaient le droit à une éducation normale. Les droits étaient respectés, les droits des minorités religieuses étaient respectés, où les Noirs africains pouvaient venir sans aucun racisme développer leur économie dans le pays. Donc il y avait des aspects positifs, ce qui ne rend pas Kadhafi pour moi, d'une manière générale, sympathique. Mais je dis, ça permet d'expliquer pourquoi ce modèle de développement est un modèle de développement qui déplaît fortement à la principale puissance occidentale, qu'il voit dans cela que les contraires de son credo libéral. Donc, en octobre, il y a cette réunion en France entre donc, le ministre de protocole de Kadhafi et des officiels français. Et les Français, les Anglais se mettent d'accord pour dire voilà, il faut faire quelque chose avec Kadhafi. Et 2-3 mois plus tard, qu'est-ce qui arrive? Évidemment, les événements en Tunisie et assez rapidement les événements en Égypte. Et là, l'idée géniale d'une certaine manière était de se dire on va déstabiliser le pays, on va déstabiliser la Libye en donnant l'impression qu'il s'agit d'une révolte spontanée, d'une révolte du peuple qui réclame la démocratie. Alors sans doute, il y a des gens qui réclament la démocratie toujours sur le modèle européen, parce qu'on pourra parler de qu'est-ce que la démocratie, mais sur le modèle européen ou occidental, il y a toujours des gens qui sont en effet favorables à ça, et moi je suis plutôt aussi favorable, donc je dirais que c'est bien de les défendre. Mais dans le cas libyen, évidemment, on est dans une situation de manipulation totale. Alors, les choses ont commencé en fait assez rapidement quand il y a eu une révolte. C'était en... Alors il faut remonter en fait en 1996, pour être précis, quand il y a eu une première révolte islamique à Benghazi, dans la région donc est du pays, qui est une région assez difficile pour Kadhafi. Il a toujours eu du mal à la maîtriser, mais qui était beaucoup plus islamique que le reste de la Libye. Et cette révolte est une révolte donc, qui était de personnes qui avaient pour intention de renverser le pouvoir et de mettre fin, j'allais dire, au régime laïque. C'était une dictature d'une certaine manière, mais c'était aussi un régime laïque. Et donc cette répression, enfin cette manifestation a été réprimée, il y a eu une dizaine de morts. Un certain nombre de personnes ont été mises en prison avec la bénédiction de l'Occident qui disait oui, ce sont des islamistes, vous avez raison de faire ça, monsieur Kadhafi. Voilà, vous commencez à faire des choses bien conformes à ce que nous attendons de vous. Et quelques années plus tard, donc en février 2011, à l'occasion de ce qui se passait un peu donc, dans les pays arabes, dans d'autres pays arabes en Tunisie et en Égypte, il y a eu une autre manifestation des parents des personnes qui avaient été emprisonnées à l'occasion de cette première répression en 1996. Donc des parents, j'allais dire, des militants islamistes. Cette manifestation, de même, Kadhafi envoie son armée ou ses policiers tirer contre cette manifestation qui commençait d'une certaine manière à dégénérer, et fait pareil une quinzaine de morts. À partir de là, tout s'enchaîne. Vraiment, à partir de cet événement-là, Al Jazeera, qui est une chaîne de l'émir du Qatar, le Qatar qui est d'une certaine manière qui a une vision de l'islam qui est relativement proche de celle de l'Arabie Saoudite, qui défend le wahhabisme sunnite aussi,
diffuse immédiatement des images montrant qu'il s'agit, ou prétendant qu'il s'agit, d'une répression, d'une révolte réclamant la démocratie. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que tout a commencé à Benghazi. Benghazi est quand même le lieu qui a fourni le plus de djihadistes dans le cadre de la guerre en Irak. Donc c'est quand même une région en effet très islamisée. C'est la région au monde qui avait fourni donc, le plus de djihadistes pour aller se battre en Irak au moment de la guerre d'Irak, de la deuxième guerre du Golfe. Et donc c'est vraiment pas une région où vous allez essentiellement trouver des personnes qui vont se lever en demandant la démocratie à l'occidental. C'était vraiment des gens qui réclamaient la charia, qui réclamaient un régime de type wahhabite et qui étaient soutenus par le Qatar et l'Arabie saoudite. Et à partir de là, alors je crois que faut que j'accélère un petit peu. Ouais. À partir de là, tout va se mettre en place, alors évidemment aussi au niveau occidental, c'est-à-dire qu'on va présenter les événements comme étant essentiellement des grandes manifestations qui ont lieu dans les rues de Tripoli, dans les rues de Benghazi, et que M. Kadhafi va envoyer ses chars et ses hélicoptères réprimer dans le sang une révolte populaire et une révolte démocratique. Il n'en est absolument rien. Le fameux usage par Kadhafi des chars, des hélicoptères et des avions pour réprimer dans le sang la révolte à Benghazi, qui aurait fait 6000 morts, n'a absolument jamais eu lieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu des combats, parce qu'on va expliquer ensuite ce qui s'est déroulé. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait à peu près les mêmes j'allais dire, opérations psychologiques qu'on a pu faire dans d'autres événements. C'est qu'on prend un événement absolument, d'une certaine manière, insignifiant, on le monte en épingle, on arrive à montrer des images qui ne représentent absolument rien, et à faire croire en effet à l'opinion publique occidentale, parce que c'est principalement celle-là qui était visée aussi pour pouvoir déterminer les actions de l'OTAN, qu'une répression sanglante a lieu dans le pays. Or, il s'agit en effet pour Kadhafi d'essayer de mettre fin à une insurrection de type armé par des islamistes. C'est quand même intéressant de se rendre compte qu'on n'est pas du tout dans une configuration où il s'agit pour Kadhafi d'aller écraser une révolte populaire démocratique, ce qu'il aurait peut-être fait d'ailleurs si ça avait eu lieu. Hein. Je ne dis pas encore une fois que Kadhafi est un personnage sympathique, mais je dis que ce qui s'est passé là-bas n'a rien à voir avec ce qu'on nous a présenté. Et ce qui est intéressant, c'est que la personne qui a crié devant toutes les caméras du monde entier que Kadhafi avait donc bombardé Benghazi et Tripoli avec des avions et des hélicoptères avait fait 6000 morts en quelques heures, c'est le représentant de la Ligue libyenne des droits de l'homme, qui venait d'être créée quelques mois plus tôt et qui était dirigée par une personne qui n'était autre que le représentant du Conseil national de transition. C'est-à-dire que si on avait eu en Occident des journalistes qui faisaient un peu leur travail, on aurait dit, mais ils se seraient tous posé la question de savoir, mais comment se fait-il que ce personnage apparaît tout d'un coup, on n'en a jamais entendu parler, et ils se seraient posé la question de savoir qui il est. Donc ils ne se sont pas posé du tout la question, ils se sont dit, oui, bon, c'est le président de la Ligue libyenne des droits de l'homme qui nous dit qu'il y a eu 6000 morts, il n'y a pas de raison de ne pas le croire, puisqu'il défend une ONG qui a un objectif noble, mais s'ils avaient regardé le nom de la personne, ils auraient peut-être creusé, puis ils se seraient rendu compte assez rapidement qu'il s'agissait exactement de la même personne, que cette personne n'a jamais eu d'expérience de militantisme dans les droits de l'homme, etc., etc. Ensuite, si on regarde la nature des événements, moi je me souviens, j'étais aussi devant Al Jazeera, je regardais les images, et une chose m'avait frappé, c'est quand j'avais regardé ce qui se passait en Tunisie et en Égypte, j'avais vu qu'il y avait quand même des jeunes, en effet, une partie au moins des jeunes qui étaient dans la rue, qui demandaient, on voyait bien un peu la nature des personnes qui se rebellaient dans la rue. Mais si vous regardez, et vous pouvez essayer de retourner et voir les images aujourd'hui, hein, qui sont disponibles sur Internet, ce qui s'est passé d'ailleurs en Libye et en Syrie, c'est à peu près la même chose. Si vous regardez ce qui s'est passé en Libye, les révoltes, vous voyez bien que la nature des personnes qui manifestaient était absolument pas la même que celle des jeunes qui nous ressemblent d'une certaine manière sur la place Tahrir en Égypte. C'était des gens qui étaient barbus, avec des barbes beaucoup plus longues que la mienne, qui avaient des armes lourdes sur eux, et qui étaient fortement armés, qui étaient dans des pick-up et qui criaient Allahu Akbar. Ce qui ne me dérange pas comme cri, parce que c'est... Pourquoi pas? Mais je veux dire, c'est intéressant de se rendre compte que la nature des personnes qu'on nous montrait, qu'on nous faisait passer pour des chercheurs de démocratie, n'avait absolument rien à voir. Donc rien qu'en regardant les images, déjà, si on se posait des questions, naturellement, ou si les journalistes faisaient leur travail, ils devraient aller creuser en disant « mais c'est bizarre, en effet... les personnes ne ressemblent pas exactement à ceux qu'on nous pourrait, à ceux qu'on nous avait montrés en Égypte et en Tunisie, et qui pourraient peut-être défendre l'idéal démocratique. Alors, c'est intéressant de comprendre pourquoi l'Occident s'est intéressé d'armer des djihadistes en Libye, avec l'aide du Qatar et de l'Arabie Saoudite.
pourquoi on avait absolument envie de faire tomber ce personnage. Alors je vous ai déjà parlé du côté, j'allais dire, un petit peu social, peut-être un peu socialisant de Kadhafi. Mais évidemment, ça ne suffit pas pour créer quelque chose. Mais c'est aussi un pays où il y a des ressources, gazières notamment. 20% du gaz d'Europe est fourni par Kadhafi, c'est pas négligeable. Mais l'autre chose, c'est que aussi Kadhafi défendait à la fois l'unité d'un pays et le panarabisme. Donc c'est quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire qu'une forme de nationalisme arabe, pas islamiste, et qu'il avait développé un certain nombre d'institutions avec d'autres pays, des institutions qui avaient pour objectif de rendre l'Afrique indépendante de la tutelle de l'Occident. Et parmi ces institutions, il y avait un fonds monétaire africain qui devait prendre, j'allais dire, ses quartiers, exactement au moment où la révolte a commencé. Le Fonds monétaire africain, c'est très important parce qu'il voulait finalement se substituer à la tutelle du Fonds monétaire international, qui a pour objectif, si on essaie de comprendre quelle est la logique derrière, j'allais dire, d'endetter les pays pour leur réclamer ensuite j'allais dire, une ouverture de l'économie pour pouvoir continuer à emprunter selon les conditions du FMI et pouvoir bénéficier de cette manne financière, et qui est en général toujours sous conditions, et c'est toujours des conditions ultralibérales qui font qu'en général le FMI est un bras armé, si vous voulez, de l'ouverture d'un pays pour les grandes entreprises occidentales. Et ça, Kadhafi avait toujours refusé. Il avait en plus créé cette institution avec l'argent de son pays. Il avait développé la Banque africaine d'investissement, qui avait exactement pour objectif aussi de développer des grands projets africains sans la tutelle des grandes institutions internationales sous contrôle occidental. Il avait financé à hauteur de 300 millions de dollars le premier satellite africain qui existe aujourd'hui, pour encore une fois se débarrasser de la tutelle des Européens, cette fois-ci dans la téléphonie, puisque c'était grâce à un satellite européen que l'Afrique essentiellement utilisait donc son réseau de téléphonie mobile et Internet, et que qui avait un coût qui était lié à ça, évidemment, c'était à peu près 500 millions d'euros par an, ce qui était absolument colossal, et avec le satellite, l'Afrique, au moins une partie de l'Afrique, a réussi à obtenir une forme d'indépendance par rapport à ça, qu'il avait aussi l'idée de créer une monnaie panafricaine, ce qui déplaisait évidemment notamment aux États-Unis d'un côté et à la France qui a des monnaies qui sont liées, dont elle a un mot à dire, comme le franc CFA par exemple, qui est aussi un moyen de chantage sur les pays qui utilisent ce franc CFA. Il avait reçu de manière favorable l'idée des droits de tirage spéciaux qu'avait défendu Dominique Strauss-Kahn quand il était président du FMI, et qui avait dit, voilà, les droits de tirage spéciaux, ça pourrait être une monnaie qui pourrait remplacer le dollar d'une certaine manière comme monnaie de réserve ou comme monnaie de référence pour le monde, chose évidemment que les Américains ne voulaient pas, mais que M. Strauss-Kahn avait défendu et que le leader de la Libye avait aussi défendu. Donc pour toutes ces raisons, il était intéressant de mettre fin à ce régime de Kadhafi. On a utilisé le prétexte des révoltes arabes pour aller armer des islamistes, donc des gens qui ne réclament pas la démocratie, pour aller réclamer des gens qui vont aller dans la plupart des villages où ils sont arrivés pour aller massacrer les personnes de couleur noire, parce qu'ils sont extrêmement racistes en général. Donc ils ont fait des massacres de grande ampleur de personnes noires, qui ont été présentées, ces personnes noires, ces Africains noirs, comme des mercenaires de Kadhafi, alors qu'en fait il s'agissait que de travailleurs. Et je vous renverrai, moi j'ai toutes les références dans le livre qui montrent, enfin j'allais dire les rapports sur lesquels on peut dire que ça est faux, notamment un rapport d'Amnesty International qui disait en effet qu'il n'y avait pas de mercenaires à la solde de Kadhafi, qu'il s'agissait de lynchages de Noirs qui ont été montrés à l'Occident comme étant en effet des lynchages de mercenaires, alors que c'était absolument pas le cas, c'était des travailleurs, les travailleurs des pays alentours étaient très bien reçus par Kadhafi dans le pays, étaient très bien traités, à la différence de ce qui se passe justement notamment en Arabie Saoudite, notre principal allié. Donc voilà comment on a réussi d'une certaine manière à déstabiliser un pays, sous ce prétexte donc j'allais dire de Kadhafi opprimant son peuple. On a créé une zone d'exclusion aérienne, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui était donc pour des raisons humanitaires. Donc on a dit voilà, on va créer une zone d'exclusion aérienne, on va interdire à Kadhafi d'utiliser ses avions, et on va pouvoir amener de l'aide humanitaire aux gens qui sont opprimés dans le pays, alors qu'en fait c'était essentiellement des armes aux milices islamistes, qui n'étaient pas simplement des milices islamistes venant de Libye, mais de toute la région, d'ailleurs autour, ça venait aussi bien d'Irak, du Liban, même de Tunisie, enfin on pourra en reparler pour la Syrie. Si j'ai le temps, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc voilà la manière dont à peu près se sont déroulées les choses.
Et après, avec la création de cette zone d'exclusion aérienne, l'OTAN s'est dit, l'Occident a dit, oui, c'est une zone d'exclusion aérienne pour créer un couloir humanitaire, et c'est l'ONU qui s'en chargera, évidemment, hein, ce ne sera pas l'OTAN, jamais, ça sera toujours l'ONU, 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 l'ONU. Et quelques semaines plus tard, c'est l'OTAN qui débarque. Essentiellement, quand je dis l'OTAN, d'ailleurs, c'est pas, il faut bien comprendre que l'OTAN, c'est essentiellement l'armée américaine, même si les avions français ont participé et qu'on a pensé que c'était une intervention anglaise et américaine essentiellement. En fait, c'est vraiment sous commandement américain. Les Américains ont mis les Français et les Anglais en avant parce que Obama, c'était pas très loin de son élection non plus, avait pas intérêt à rentrer dans un 12e conflit en avant. Il préfère faire jouer, j'allais dire, ses chiens de garde, qui sont très contents de jouer les Rockets à sa place. Donc ils ont pu intervenir et faire croire que c'était eux qui avaient mené le conflit sur place, alors que c'était absolument pas le cas. La base, la base de contrôle de cette opération, c'est l'OTAN. Le centre de contrôle est basé à Stuttgart en Allemagne. C'est le centre de commande de l'Africom, c'est l'ensemble qui a été organisé par les États-Unis pour voir ce qui se passe en Afrique. Et donc à partir de cette base-là, ils ont lancé leurs avions. Évidemment, c'est pas l'ONU qui est intervenue. Ils ont fait ce qu'ils savent faire le mieux, c'est-à-dire que c'est ce qu'on fait dans d'autres pays, hein, c'est exactement ce qu'on a fait en Irak et dans d'autres pays aussi, c'est qu'on utilise essentiellement l'aviation, on détruit les infrastructures du pays, et une fois que tout le monde est mort en bas, que l'infrastructure du pays a été détruite, et ben on laisse les légions islamistes intervenir. D'accord. On laisse les légions islamistes intervenir et puis prendre le contrôle des zones qui ont été bombardées. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que l'OTAN a fait à peu près, à travers, en quelques mois de conflit, a tué à peu près 80 000 civils. Donc je trouve que c'est quand même intéressant de se rendre compte que l'OTAN a tué 80 000 civils pour sauver les civils libyens d'un massacre supposé fait par Kadhafi. Et je trouve ça intéressant qu'en plus, il les fait, donc ils aient massacré des gens pour les sauver d'un massacre, pour soi-disant leur mettre la démocratie, alors qu'on a installé des islamistes au pouvoir. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas que les islamistes, parce qu'il y a aussi les anciens du régime de Kadhafi, qui ont évidemment été utilisés par les Occidentaux pour pouvoir faire tomber le régime. Donc c'est un mélange hétéroclite, donc il y a à la fois des anciens islamistes, des anciens du régime de Kadhafi, tout aussi peu sympathiques que Kadhafi, hein, c'était les tortionnaires, un ministre de la Justice qui avait torturé qui avait supervisé les tortures des femmes hongroises, hein, je crois que c'est ça, bulgares, voilà, des infirmières bulgares pour ceux qui s'en rappellent, et le ministre de l'Intérieur qui était aussi un homme qui était chargé de la répression du régime. Donc c'est pas des hommes plus sympathiques, mais voilà la coalition qu'on a mis au pouvoir, et sous prétexte donc voilà de libérer le pays, on a détruit une partie de son infrastructure, et puisqu'on a détruit une partie de son infrastructure et qu'on a gagné la guerre, et bien évidemment il faut reconstruire le pays, et on va reconstruire le pays avec l'argent du pays qu'on va saisir dans les banques et qu'on va utiliser pour nous dédommager de nos efforts de guerre et puis pour reconstruire le pays, mais évidemment on va demander au pays d'acheter ce dont ils ont besoin en Occident. Donc c'est une affaire extraordinaire, c'est-à-dire qu'on intervient dans un pays pour sauver les gens d'un massacre, donc on les massacre, pour leur installer la démocratie, donc on leur installe des islamistes, et on détruit leurs infrastructures, et comme ils ont perdu la guerre, on saisit leurs avoirs, et on va utiliser ces avoirs pour payer nos sociétés pour reconstruire un pays qu'on a détruit. C'est quand même assez efficace comme mode d'intervention. En tout cas, d'un point de vue d'un business model, en général, je pense que c'est très intelligent. Et en plus, on arrive devant l'opinion publique mondiale en disant, en plus, on a fait le bien, on a sauvé les gens, on a défendu la démocratie, on est bien intervenu, on a sauvé le monde, et on peut arriver tout sourire et dire, on est fiers de nos valeurs. Pour aller très vite, parce qu'il y a plein de choses à dire sur la Libye, mais c'est vrai qu'il me reste combien de secondes? Un peu plus de 10 minutes, parce qu'il faut aussi parler un peu de la Syrie, qui est aussi important. Alors pour résumer, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur la Libye, mais on pourra peut-être, s'il y a des gens qui sont intéressés à approfondir ce sujet, poser des questions, puis sinon dans le livre. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce que j'appelle l'instrumentalisation de l'islamisme. C'est-à-dire que l'Occident, qui est donc allié depuis 1945, un petit peu avant, avec des régimes qui défendent donc une vision très rétrograde de l'islam, a trouvé un moyen extraordinaire d'imposer sa volonté dans un certain nombre de pays, qui est l'usage du terrorisme islamique. C'est-à-dire qu'on nous vend depuis quelques années, j'allais dire, en fait depuis la chute du mur de Berlin, puisque l'ennemi communiste a disparu, on a fait monter en puissance l'ennemi islamiste, et on a dit c'est ça la principale menace pour l'Occident, donc il faut aller combattre l'islamisme. Mais en même temps,
en fait, on instrumentalise en permanence l'islamisme pour pouvoir intervenir et pour pouvoir arriver à nos fins dans un certain nombre de pays. Donc on est allié avec le principal financeur du terrorisme islamique dans le monde, qui est l'Arabie Saoudite et le Qatar aussi, et en même temps on dit qu'on combat le terrorisme islamique. C'est une contradiction totale. C'est-à-dire qu'on le combat évidemment parce que ça permet d'ouvrir les budgets dans tous les pays, donc on dépense de l'argent, on donne des conseils à des entreprises proches en général des gens qui sont au pouvoir. Donc tout le monde s'enrichit dans cette affaire, mais dans la réalité, ils en ont absolument rien à faire de combattre le terrorisme, puisqu'en général on est responsable de son développement, puisque ce sont nos principaux alliés qui le défendent. Donc c'est une contradiction totalement, qui montre à quel point la lutte contre le terrorisme est une farce totale et tragique, puisque évidemment il y a quand même des pays qui en paient le prix. C'est essentiellement pas les Occidentaux qui paient le prix du terrorisme islamique dans le monde, c'est essentiellement les pays arabes, les pays musulmans, puisque c'est essentiellement dans ces pays qu'on l'utilise pour essayer de renverser un certain nombre de régimes, et même contre d'autres régimes islamistes si on veut, comme l'Iran par exemple, des groupes terroristes comme les moudjahidines du peuple sont défendus par l'Occident, sont financés par l'Occident, ont pignon sur rue, même s'ils sont, on dit entre guillemets, tolérés par le pouvoir aux États-Unis, mais ils sont à Washington, il suffit d'aller les rencontrer. La moitié des membres du Congrès américain sont des lobbyistes pour les terroristes des moudjahidines du peuple qui vont poser des bombes en Iran pour essayer de renverser le régime iranien, mais encore une fois, pas au nom de la démocratie. Donc cette instrumentalisation du terrorisme islamique est une clé vraiment pour comprendre ce qui s'est passé en Libye, pour comprendre ce qui s'est passé en Syrie, on va en revenir tout de suite, pour comprendre d'autres conflits qui ont eu lieu avant en Afghanistan, parce que le modèle d'utilisation du terrorisme islamique à nos fins personnelles, donc le fait qu'on lui donne des armes, le fait qu'on s'allie avec lui, le fait qu'on ait une géostratégie commune, a commencé en Afghanistan pour lutter contre l'Union soviétique. Et ça, c'est une idée qui a été développée par la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est Brzezinski, qui est celui qui avait écrit le livre Le Grand Échiquier en 1997 et qui était un peu la base de la réflexion géostratégique des néoconservateurs américains et de la géostratégie américaine d'une manière générale. Donc cette instrumentalisation du terrorisme islamique, on le retrouve aussi en Syrie, et on est exactement dans la même configuration d'une certaine manière que ce qui s'est passé en Libye. Peut-être il y a une petite différence, c'est qu'il y a quand même eu au départ en Syrie, qui fait partie des pays que les États-Unis voulaient renverser, comme je vous l'avais dit tout à l'heure en citant Wesley Clark, le président de l'OTAN, enfin le commandant de l'OTAN, avec une petite différence, c'est qu'il y a eu quand même des manifestations réclamant plus de démocratie en Syrie, qu'il y a eu en effet des échauffourées. Et encore une fois, le régime syrien, pour qui j'ai vraiment aucune sympathie particulière, est tombé dans le même piège. C'est-à-dire que là, il s'agissait aussi de faire renverser le régime, pour des régions géostratégiques, je vais aussi expliquer tout à l'heure pour résumer l'ensemble de l'exposé. Il s'agissait de faire tomber un régime qui ne plaît pas aux États-Unis. Encore une fois, comme le régime libyen, comme le régime irakien, ce sont des régimes laïques. Ce sont des dictatures, mais des dictatures laïques. Donc c'est très intéressant de se rendre compte, encore une fois, que l'Occident s'allie avec l'islam radical pour aller faire tomber des régimes laïques où les femmes ont plus de droits, et évidemment pour mettre en place, encore une fois, des gens qui ne vont pas leur apporter la démocratie, mais qui vont leur apporter la charia, et la charia de manière très stricte, et l'interdiction d'un certain nombre de droits qu'ils avaient jusqu'à présent. Donc la Syrie est un peu dans la même configuration que la Libye. La différence, c'est que d'un point de vue géostratégique, la Syrie est sans doute plus importante que la Libye pour des pays comme la Chine et la Russie. Et c'est là qu'on arrive à un point, j'allais dire, un point important, c'est que la Syrie est vraiment un élément sensible dans la géopolitique internationale et que c'est là où se confrontent vraiment les grandes puissances et c'est là où on comprend vraiment l'enjeu véritable de ce qui se passe et de l'affrontement qu'il y a entre les États-Unis, la Russie et la Chine, parce que c'est principalement ça qu'on voit en fait à l'œuvre. C'est une lutte, d'une certaine manière, à mort entre des grandes puissances qui se fait par pays interposés. Ce n'est pas des attaques, des guerres qui se font directement les grandes puissances, parce qu'évidemment ça pourrait dégénérer très rapidement d'une manière absolument incontrôlable. Mais la Syrie, c'est quand même un point qui a été considéré au moins du côté russe et un petit peu chinois comme j'allais dire un point de non-retour, une ligne rouge qu'il ne fallait pas trop franchir. Donc les Russes et les Chinois ont dit là, on voit très bien le jeu des États-Unis qui est d'installer, de régner par le chaos, donc de détruire un certain nombre d'États-nations, c'est-à-dire détruire les nations un peu fortes, des dirigeants qui ne correspondent pas à la vision qu'ils ont de leurs intérêts économiques. Donc déstabiliser ces pays, les casser en morceaux, c'est-à-dire ne plus en faire des pays unifiés,
les faire en des pays qui vont se diviser sur des lignes ethno-religieuses, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, avec la volonté de faire la même chose en Syrie par exemple. Donc voilà, c'est vraiment de casser les pays qui pouvaient encore avoir une forme d'indépendance, de les réduire à des petites entités chaotiques qui ne permettront pas à la Chine de faire des affaires, qui ne permettront pas à la Russie de faire leurs affaires. Et dans le chaos général, en tous les cas c'est au moins une des théories des néoconservateurs américains et des géostratèges américains, les Américains sont plus capables que d'autres, en raison de la puissance de leur armée, de tirer les marrons du feu. Et évidemment, et en plus, ça correspond aussi aux intérêts géostratégiques d'Israël, qui est un allié très important des États-Unis. Je ne l'ai pas beaucoup cité, mais c'est très important aussi de comprendre l'importance, l'alliance entre les États-Unis et Israël, l'alliance entre Israël et l'Arabie Saoudite, l'alliance entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Une fois qu'on a compris un peu cette alliance générale, j'allais entre les trois pays d'une certaine manière, et les intérêts convergents dans un certain nombre de conflits, on a une clé de lecture qui permet de comprendre un peu pourquoi les choses se passent dans tel sens et pas dans un autre. Et pour la Syrie, donc on pourrait arriver aux mêmes choses, mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je le développerai peut-être si vous avez des questions. Mais la répression du régime, elle a en effet existé. Elle a été beaucoup plus limitée que l'on l'imagine. La réalité, c'est que le pays a été totalement déstabilisé par des milices islamistes financées encore une fois par le Qatar et par l'Arabie Saoudite. Qu'il y a des djihadistes qui viennent du monde entier pour aller se battre contre le régime syrien. Que les États-Unis avaient envie de faire tomber ce régime, qu'il était sur la liste des pays à faire tomber, que les moyens utilisés sont absolument abjects, absolument épouvantables, que l'armée syrienne, depuis, ça fait quand même maintenant très longtemps que le conflit a commencé, arrive à résister. Et que si l'armée syrienne était vraiment très impopulaire, et que si le peuple syrien était vraiment totalement contre son dictateur, et était d'accord, j'allais dire, pour le renverser de cette manière, l'armée syrienne ne tiendrait pas. C'est une armée très populaire au sens où le recrutement se fait essentiellement par les gens qui veulent se battre dans le pays pour défendre leur pays. Les gens qui sont dans le pays, même ceux qui n'aimaient pas le régime de Bachar el-Assad, sont aujourd'hui en soutien du régime. Que le régime a fait des ouvertures que l'Occident ne veut pas voir. C'est-à-dire que l'Occident avait réclamé en disant on réclame chez vous voilà, de l'ouverture du régime, la reconnaissance des partis d'opposition, un changement de constitution, etc. Tout ça a été fait dans le régime. Hein. Alors évidemment, le régime, c'est son intérêt évidemment de ne pas tomber, donc il a fait ça aussi pour se maintenir et pour ne pas disparaître. Mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ces réformes ont été faites, qu'il y a eu un référendum qui a approuvé la nouvelle constitution, que des partis d'opposition ont été autorisés, que ces partis existent, que les gens ne sont pas enfermés parce qu'ils participent à ces partis, que les opposants d'avant, j'allais dire les modérés, hein, pas ceux qui habitaient près de la base de l'anglais aux États-Unis, c'est-à-dire de la base de la CIA aux États-Unis, qui ont passé 30 ans là-bas et qui sont soi-disant les représentants du peuple syrien. Il se trouve qu'aujourd'hui, si on veut être honnête avec la situation en Syrie, plus de 70% de la population soutient le régime, non pas nécessairement pour que Bachar el-Assad reste au pouvoir, mais soutient le régime face à l'agression dont il fait l'objet aujourd'hui, parce que le but c'est vraiment de casser un régime, pareil, qui était un petit peu plus socialisant que ce qu'on peut trouver dans les pays qui sont du goût des États-Unis et de l'Occident d'une manière générale. Et évidemment, on ne veut pas voir son pays complètement ruiné, ne veut pas voir des islamistes wahhabites voiler toutes les femmes, exécuter tous les gens qui ne sont pas de leur avis, leur couper les têtes, filmer ça en vidéo, parce que c'est vraiment ce qui se passe dans toutes les régions du pays. À chaque fois que les légions salafistes arrivent dans un village, ils passent les gens au fil de l'épée, les gens qui ont collaboré avec le régime sont assassinés et filmés devant les caméras. Vous pouvez vérifier ça sur Internet, c'est absolument très difficile à soutenir. Et ce qui est intéressant, ça j'en ai pas beaucoup parlé, c'est de se rendre compte que la manière dont on en parlait dans l'Occident est très différente de ce que j'essaie de vous exposer maintenant, et qu'on a en effet l'idée que tous les massacres dont on a parlé sont le résultat du régime, pour qui, encore une fois, je n'ai aucune sympathie, alors que la plupart du temps sont des massacres qui sont faits sur commande par les légions salafistes, parce qu'en plus on reconnaît en général leur mode opératoire, et il suffit de voir qui sont les victimes de ces massacres pour comprendre que ce ne sont pas des massacres perpétrés par le régime. Et pourtant, les médias occidentaux vont vous présenter ça de manière très unilatérale, sans se poser de questions, en faisant confiance à la source unique en général, qui est l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est un peu l'équivalent de l'Observatoire libyen des droits de l'homme dont on a parlé tout à l'heure, et qui est une émanation de l'opposition non démocratique au régime, et qui est dans la main, dans la poche des frères musulmans, qui ont un rôle à jouer aussi dans ce conflit. Pour résumer sur le conflit syrien, parce que je pense que c'est important,
Je voudrais donner un exemple justement du traitement qui a été fait à propos du massacre de Oula. Peut-être que vous en souvenez pas, mais ça a fait quand même la une des journaux pendant très longtemps. Ça a fait la une de Libération, la une du Monde, la une de l'Express, la une, enfin vraiment, et dans le monde entier, hein, aux États-Unis. Et on a dit, voilà, c'est l'exemple des massacres perpétrés par le régime baathiste, le régime de Bachar el-Assad, sur son propre territoire. Il tue son peuple, il les massacre, et c'est absolument épouvantable. Il y a des dizaines de personnes, des enfants égorgés, trucidés de manière épouvantable, on en voit les images. Et donc on met ça sur le compte du régime syrien et on vous montre des manifestations de protestation dans le pays lui-même, dans certaines régions de Syrie. Et on sait aujourd'hui, ça a été démontré, ça a été par des journalistes même qui font partie, j'allais dire, du sérail médiatique habituel, que la manifestation où on avait montré des dizaines ou des centaines de milliers de personnes manifestant contre le régime était une manifestation pro-régime. Et ça, c'est une habitude. On se rend compte dans la plupart des conflits dont on peut parler que les images, en général, sont utilisées à contrario. C'est-à-dire qu'on va utiliser des images qui montrent l'inverse, mais il suffit de changer la légende quasiment, et on va vous dire que c'est autre chose qui se passe. Et c'est absolument extraordinaire. Et ça, on en a depuis la guerre en Irak, on en a des dizaines et des exemples. Je pourrais vous en donner si vous avez, vous en donner plus si vous êtes intéressé par ça, et j'en cite quelques-uns. Donc le massacre de Oula. Finalement, si on se posait la question de savoir qui a été massacré, dans quelle région ça a été massacré, quel était le modus operandi, moi c'est ce que j'avais fait, tout de suite ça m'a senti suspect. Et l'essentiel c'était de comprendre qui étaient les victimes. Il se trouvait que ça faisait partie des victimes qui étaient du clan ethnique de Bachar el-Assad, que c'était des victimes qui faisaient, dont certaines étaient, j'allais dire, proches politiquement, c'est-à-dire qu'il y avait des représentants politiques qui avaient été assassinés dans ce massacre-là, notamment un député, que c'était quelqu'un de proche de Bachar el-Assad qui n'avait pas fait défection, etc., etc. Si on additionne tous les éléments, on trouvait ça très suspect. Et il y a eu une enquête qui a été faite par le Frankfurter Allgemeine, qui est un journal assez respectable, même si je ne partage pas toujours ce qu'ils disent, mais qui a confirmé le fait qu'en effet le massacre de Oula était très vraisemblablement, l'œuvre des légions islamistes financées par le Qatar, l'Arabie Saoudite, avec des renseignements donnés par les forces françaises, anglaises et américaines, etc., etc. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'encore une fois, là, on a la réplication de ce que je vous disais tout à l'heure, l'instrumentalisation du terrorisme islamique, l'implication des services secrets français, anglais, israéliens, américains, sur place, qui donnent des informations aux légions wahhabites pour faire leur sale besogne. Ensuite, il y a le mouvement médiatique qui arrive, essentiellement à travers Al Jazeera et les relais des ONG, créés de toutes pièces pour répandre la bonne parole. Voilà la manière dont moi je perçois, en tous les cas, voilà quelle est ma vision des choses après avoir étudié ces sujets pendant longtemps. Et là, je prends que quelques exemples récents qui sont pour moi l'illustration de la manière dont l'Occident agit. Et encore une fois, quand je parle d'Occident et quand je parle beaucoup des États-Unis, il ne s'agit pas pour moi de critiquer le peuple américain, il ne s'agit pas pour moi, quand je critique même la politique d'Israël, ce soir j'en ai pas beaucoup parlé, de critiquer le peuple israélien, etc., etc. Il s'agit toujours de comprendre ce que fait l'élite des pays dans lesquels nous vivons, et des pays qui sont censés représenter des valeurs que nous partageons tous, et qui sont les valeurs des Lumières, grosso modo, et de voir ce qu'elles en font à l'extérieur. Et donc, la manière dont les médias ont traité ce qui s'est passé en Libye et en Syrie, même s'il y a aujourd'hui un petit peu de choses qui filtrent un petit peu plus, aujourd'hui, une fois que les conflits ont été quand même bien engagés, montre quand même, doit nous faire poser des questions sur la nature des médias occidentaux. Parce qu'on on dit tous qu'on est dans une société libre, c'est vrai qu'on n'est pas réprimé, qu'on a le droit de s'exprimer sans finir en prison, qu'on peut dire quand même des choses, qu'on peut aller voter. Mais c'est quand même étrange que malgré ça, il y ait quand même un unanimisme aussi fort des médias sur un certain nombre de sujets. Donc c'est quand même assez troublant. Moi, ça me pose quand même des questions, en effet, sur la nature du régime dans lequel nous vivons. Quand je vois que sur la Libye et la Syrie, il n'y a quasiment aucun des éléments qu'on a exposés ce soir qui sont vraiment mis en avant. Et on nous présente vraiment ça d'une manière très différente, et je trouve ça très troublant. L'unanimité dans un événement où il y a tellement de choses troublantes, tellement de choses qui ne correspondent pas à ce qu'on nous dit, je trouve ça très curieux. Donc il faut essayer de comprendre pourquoi il est possible dans une démocratie, et je ne parle pas simplement que de la démocratie française, mais dans tous les pays démocratiques occidentaux, d'avoir quasiment la même vision d'un certain nombre de conflits. C'est curieux, il y a quand même des dizaines de journalistes, il y a des milliers de citoyens, on a quand même capable d'avoir des sources d'informations diverses et variées. C'est très curieux de se dire que
on n'arrive pas à avoir un son de cloche différent. Donc on doit se dire, est-ce que c'est juste l'incompétence des journalistes? Moi, je suis assez d'accord que la plupart des journalistes sont incompétents, mais ils ne sont pas tous non plus incompétents. Est-ce que c'est le fait qu'ils soient tous dépendants d'un pouvoir qui les maintient sous leur coupe? C'est une question qu'on peut se poser. Et moi, ma réponse, en fait, c'est de dire qu'il y a une idéologie en fait commune qui traverse tous les journaux, tous les grands journaux, les grands médias occidentaux, qui est l'atlantisme. L'atlantisme, c'est une idéologie dont on vous parle absolument, enfin très peu, les gens entendent très peu parler de ce terme-là, et pourtant c'est une idéologie, notamment en Europe, qui est absolument très prégnante et qui est très forte. L'idéologie atlantiste, en fait, elle se résume dans ses principaux, j'allais dire, présupposés, ou ses principaux traits de caractère, ou ses principaux fondamentaux. Et les fondamentaux de l'idéologie atlantiste, c'est la prééminence des États-Unis, c'est la non-contestation du système libéral, c'est la non-contestation de la devise américaine, le dollar, comme étant la devise qui doit gouverner les relations internationales en matière monétaire, c'est l'importance stratégique de l'Arabie Saoudite, qu'on ne doit jamais remettre en cause, c'est l'importance stratégique d'Israël, qu'on ne doit pas non plus remettre en cause, un certain nombre d'autres fondamentaux. Et une fois que vous avez compris que ces fondamentaux-là, ils ne peuvent pas être mis en cause, que les États-Unis ont développé pendant 50 ans, depuis d'une certaine manière que l'oligarchie américaine a pris le pouvoir en Occident après la Seconde Guerre mondiale à la place de celle d'Angleterre, qu'elle a développé un certain nombre de programmes pour convaincre les élites européennes notamment que ces fondamentaux-là sont des fondamentaux que l'élite européenne doit aussi défendre, qu'elle a développé des programmes comme des opérations qui s'appellent l'opération Mockingbird, et des programmes, et j'en finirai là-dessus, des programmes qui s'appellent National Endowment for Democracy, qui visent à trouver des syndicalistes, trouver des journalistes, trouver des hommes politiques dans tous les domaines, dans tous les pays européens, dans tous les pays occidentaux, qui correspondent à leur vision des choses, quand depuis 1945, des dizaines, des millions d'euros ont été dépensés par ces programmes, par les États-Unis, pour acheter des journalistes, acheter des syndicalistes, acheter des hommes politiques, etc., etc., il y a un moment où on comprend comment cette unanimité finalement finit par ressortir. Et juste pour finir, en France particulièrement, le travail, j'allais dire, d'atlantisation, d'unanimisation de la pensée de l'Occident sous la houlette des États-Unis a été achevé par le président Nicolas Sarkozy, qui a renvoyé de la presse, renvoyé des principaux médias, qui a renvoyé de l'armée, renvoyé de la diplomatie, tous les gens qui n'avaient pas une vision atlantiste. Alors c'est une guerre dont on ne vous a jamais parlé, ce que j'appelle la guerre entre les gaullistes, d'une certaine manière, sans penser à un parti politique. Un gaulliste, pour moi, c'est un peu la vision de Chavez, c'est-à-dire indépendante, on ne veut pas, ou non alignés, comme on disait dans les années 60 ou 70, qui ne s'alignent pas sur la principale puissance. Donc tous ces personnages-là, depuis l'arrivée de Sarkozy au pouvoir, ça avait déjà commencé avant, mais il n'y en a plus aujourd'hui. Tous ces journalistes-là ont quasiment disparu des médias, quasiment disparu de la recherche française, ou alors, quand ils s'expriment, c'est vraiment en catimini. Et le président Hollande, par exemple, ne fait que poursuivre ce travail. Hein. C'est pas un problème droite-gauche, donc je ne cherche pas à pointer du doigt à la droite ou à la gauche. L'atlantisme est une idéologie commune à la droite et à la gauche, c'est une idéologie commune à l'ensemble des médias, et de mon point de vue, c'est ça qui explique l'unanimisme dans la manière dont on a perçu les conflits au Moyen-Orient, et ce qui explique que ces conflits en Moyen-Orient, quand on comprend la réalité, doivent nous poser des questions sur la nature de nos démocraties. Et ça nous permet de comprendre qu'en effet, on est des démocraties à géométrie variable, qu'on peut avoir des droits et qu'on peut les supprimer ailleurs, qu'on peut être heureux de vivre dans certains coins de nos pays et en même temps faire souffrir des gens ailleurs, qu'on peut avoir certains droits, mais ces droits ont aussi une forme d'impuissance. C'est-à-dire qu'on peut avoir des droits, mais vous verrez que vous n'arriverez, ni vous ni moi, quoi qu'on vote, à remettre en cause les fondamentaux de l'oligarchie. Donc c'est ça qui est intéressant, on vit en démocratie, mais en même temps on n'a aucune puissance. C'est-à-dire que vous vivez en démocratie, mais pour autant que vous ne remettrez pas en cause les fondamentaux de l'oligarchie. Le jour où vous commencez à remettre en cause les fondamentaux de l'oligarchie, il arrivera ce qu'il est arrivé en Grèce en 67, les Américains ont fait un coup d'État, ils ont renversé le régime, ils ont mis la dictature des colonels. Avant, vous êtes une démocratie, pour autant que vous ne remettez pas en cause les fondamentaux de l'oligarchie, ce qui montre à quel point notre démocratie est à la fois limitée en interne, limitée en externe, puisqu'on se comporte comme des tyrannies dans un certain nombre de pays, et qu'en même temps, les droits que nous pouvons avoir ici, ils sont
ils sont d'une certaine manière impuissants. Donc je finirai là-dessus, on peut en parler pendant des heures. Je suis désolé d'avoir été un peu long, sur certaines choses un peu bref et un peu sommaire, mais je suis ouvert à vous pour toutes sortes de questions et de commentaires aussi, parce qu'on quelquefois on n'a peut-être pas envie de poser des questions, mais simplement avoir des commentaires sur le sujet. Merci à vous. Tu veux passer les micros ou pas? Peut-être pas besoin de micro là, non? Ouais, ça va. Je voudrais savoir si vous êtes confronté à la censure des médias, justement. Bah alors, oui, pardon. Oui. Alors, Bah, disons que ça dépend comment on voit les choses. C'est que ce genre de réflexion, et ça c'est intéressant de comprendre, est en général limité au monde d'Internet. C'est-à-dire que on n'a pas accès. Les gens qui défendent ce point de vue, je ne suis pas le seul, n'ont quasiment pas accès aux grands médias. S'exprime quasiment jamais ou très difficilement dans les médias. Il y en a un qui arrive de temps en temps à passer dans une émission à la télé en France, par exemple, c'est Michel Collomb, dont vous connaissez peut-être le nom, qui passe de temps en temps chez TADI dans son émission. Moi, j'ai pas la télé, donc je regarde pas, mais je vois de temps en temps, parce qu'on est mieux informé quand on n'a pas la télé, je pense. Il m'arrive de temps en temps de regarder les podcasts sur Internet, mais en général, il est un peu seul face à un panel, et puis il passe pas suffisamment souvent pour avoir le temps de développer et puis pour avoir vraiment un impact. Parce que ce qui compte pour défendre une idée, c'est pas le fait qu'on passe une fois, ça n'a vraiment aucune incidence, c'est vraiment de passer de manière régulière, et c'est la répétition du message, qu'il soit juste ou qu'il soit faux, qui fait que les personnes peuvent réfléchir sur ce message. Mais donc la censure, elle s'exprime de cette manière, c'est-à-dire qu'en effet, on est totalement impuissant. Je veux dire, pareil, le livre, j'ai même pas, moi, alors c'est pas de l'autocensure, c'est que je savais que je le publierais chez aucun éditeur connu, donc je me suis pas amusé même à l'envoyer à des éditeurs connus, parce que je sais ce qu'ils pensent, je sais à peu près qui les détient, je sais, il suffit de regarder, hein, c'est comme les médias, il y a 3 grands groupes militaires français qui détiennent, industriels français et militaires français qui détiennent la presse et les médias, et quand c'est pas des militaires qui les détiennent, enfin des groupes d'armement, pardon, des vendeurs d'armes, ce sont essentiellement des gros industriels qui dépendent des commandes de l'État, donc on comprend l'indépendance des médias. Et donc sur ces sujets-là, on voit, et ça c'est extraordinaire, c'est que l'Occident représente à peu près 800 millions de personnes, peut-être un peu plus, ça dépend qui on compte dans l'Occident, et les gens qui ont une vision alternative à celle qu'on nous a présentée dans les médias se comptent dans les pays francophones et dans les pays anglophones sur les doigts des deux mains. C'est-à-dire que les sources indépendantes vraiment sur ces sujets-là sont extrêmement limitées, ce qui est absolument ahurissant, c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'il y en a des dizaines et des dizaines, non mais c'est que il ne peut pas y en avoir des dizaines et des dizaines parce que personne ne peut vivre de ça. C'est-à-dire que moi je ne peux pas vivre de ce métier-là, c'est-à-dire que je fais d'autres choses. Donc Michel Collomb, ils sont 3 dans son groupe, il a écrit des livres passionnants, il arrive à en vendre, je pense qu'il arrive à en vivoter si on veut, mais c'est une source voilà, qui sont très peu les gens qui peuvent vivre de ça, parce que même dans le monde universitaire, on ne fait pas carrière si on commence à parler de ces points de vue-là, puisqu'on est contraire aux différents, aux différents dogmes développés par l'idéologie atlantiste. Donc la censure, elle s'exprime de cette manière. Donc en effet, on est limité au web, et le web c'est une prison, parce que finalement les gens qui vont trouver les bonnes informations sur le web, c'est des gens qui cherchent ce genre d'informations et qui sont déjà ouverts. Donc je pense que c'est assez difficile d'imaginer que ça s'étende au-delà d'un petit nombre de personnes, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? J'ai une question à propos de la démocratie, une à propos du Proche-Orient et une question personnelle. Donc si personne ne pose des questions, je vais en profiter. Donc la démocratie, on n'a pas encore vu une vraie démocratie démocratique. C'est une invention des Grecs de l'Antiquité. Athènes était une vraie démocratie à l'intérieur et un impérialisme à l'extérieur. Elle a massacré, elle a obligé les autres à payer toutes les merveilles qu'on voit, les Parthénon et tout le reste. Donc la vraie question est, est-ce le meilleur régime qui puisse exister? Alors je vais essayer de répondre à la première, après plutôt que d'avoir 2 questions, sinon on va oublier. Personnellement, je pense que la démocratie, c'est le régime le moins pire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? c'est une bonne question. Moi, c'est vrai que j'ai pas ma manière de voir le régime démocratique est un peu particulière. Pour moi, la démocratie, ce sont des valeurs. Donc, je m'attache pas tellement en fait au régime en tant que tel, comme mécanique institutionnelle, si on veut. C'est-à-dire pour moi, avant d'être la démocratie, avant d'être un système politique, c'est un ensemble de valeurs. Et je pense que ces valeurs peuvent être portées par tout système,
pas tout de suite, puisqu'un régime oppressif ne l'est pas, si on veut, mais qu'il n'y a pas besoin j'allais dire, d'avoir un système parlementaire, par exemple, pour être une démocratie. On peut avoir une démocratie qui est basée sur des tribus. Donc c'est pour ça qu'on pourrait revenir un peu sur la définition, par exemple, de la dictature Kadhafi, par exemple. Il y avait des aspects dictature, mais il y avait aussi des aspects démocratie. C'est-à-dire qu'il y avait des démocraties locales. Il y avait le fait qu'un certain nombre de décisions étaient prises au niveau des tribus et qui respectaient les décisions prises par ces tribus. Donc ça ne ressemblait pas à un régime parlementaire, si on veut, parce que c'est un modèle particulier. Mais il peut y avoir au niveau local, par exemple, des prises de décisions qui sont réelles. Et en plus, le système, aussi, je veux dire, aussi huilé qu'il soit, ne permet pas, un système comme le système démocratique français par exemple, ne permet pas nécessairement de respecter ses droits. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a le droit de voter, c'est pas parce qu'on a le droit de s'exprimer, c'est pas parce qu'il y a un renouvellement des élections de manière régulière qu'il y a une démocratie, puisque ce sont des valeurs. Encore une fois, si les dirigeants de nos démocraties ne partagent pas des valeurs démocratiques réelles, on peut avoir encore une fois, la démocratie en tant que système, elle n'a pas beaucoup de sens de mon point de vue. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas ces valeurs et s'ils ne les défendent pas réellement, on peut avoir un système démocratique qui est complètement phagocyté par une oligarchie. Et moi, c'est la manière dont je vois aujourd'hui le système fonctionner. C'est évidemment une oligarchie. Quand vous votez en 2005, vous avez le droit de vote, vous votez en 2005 contre le traité européen, le traité constitutionnel européen, on vous le refourgue d'une manière ou d'une autre. Donc on peut bien voter, avoir des mécanismes. Le système représentatif fait que de toute façon, il n'est pas incompatible avec la domination d'une oligarchie. Donc on voit bien que le système représentatif, en tout cas le modèle que l'Occident a développé, qui est un système représentatif, qui est une démocratie très peu directe, d'une certaine manière, où on fait appel très peu directement au point de vue des sujets ou des citoyens, donne assez peu prise à la démocratie. Donc l'oligarchie, en fait, et je suis en train d'écrire justement un papier sur le sujet, je pense que l'oligarchie l'oligarchie occidentale a compris que la démocratie était sans doute, d'un point de vue formel, le meilleur système pour dominer. C'est vraiment important, de mon point de vue, de comprendre ça, c'est qu'elle a compris qu'à un moment, pour justifier un certain nombre d'actions, il était plus facile pour elle de rester au pouvoir dans un régime démocratique que dans des régimes différents. C'est-à-dire que garder le régime, j'allais dire, en 1789, pour remonter à cette période-là, l'oligarchie bourgeoise, d'une certaine manière, avait besoin de prendre la place de la vieille oligarchie un peu parasitaire, aristocratique, qui ne produisait plus rien, qui ne représente pas la richesse du pays. Donc il fallait remettre en cause le système oligarchique. Le système oligarchique ancien, qui était le système monarchique. Donc ils ont trouvé que la démocratie, et moi c'est comme ça que je le vois, était intéressante pour eux, parce qu'elle permettait de donner une forme d'illusion ou de parole au peuple, sans remettre en cause absolument le pouvoir de l'oligarchie. Depuis cette période-là, l'oligarchie, le peuple n'y a jamais touché. Il y a eu des petites tentatives ridicules, si on veut, voilà, pas ridicules, très symboliques, que j'aime beaucoup, par exemple la commune, c'est intéressant, mais d'une manière générale, réelle, au niveau du pouvoir, l'oligarchie qui a pris la place en 1789, si on veut, elle n'a jamais eu à s'inquiéter du régime démocratique, à aucun moment. C'est-à-dire le régime démocratique, pour elle, ça lui permet de faire passer les choses de manière assez facile, plutôt que de créer des révoltes où les gens ont un dictateur qu'on peut faire tomber, et puis tout le chaos se crée. Non, on remplace la personne qu'on n'aime pas par un autre en votant contre la personne, mais qui va faire exactement la même politique, et ça peut durer des siècles et des siècles, hein, c'est ce qui se passe chez nous. Vous pouvez être contre le régime libéral, vous n'arriverez jamais à le remettre en cause, l'oligarchie, vous ne les remettrez jamais en cause. Et pourtant, voilà, on nous dit qu'on vit dans un régime démocratique. Donc je pense que l'oligarchie a compris que la mécanique démocratique était un moyen de faire partager en plus ses crimes. C'est-à-dire que ça, c'est aussi un de mes points de vue que j'essaie de développer en ce moment, c'est de dire que, puisque ce sont nos représentants, les crimes qu'ils commettent, ce sont aussi les nôtres. D'autant plus qu'en général, on continue à voter pour eux une fois qu'ils les ont commis. Pour eux, ou pour leurs amis, ou pour leurs alliés. Donc c'est ça qui est intéressant. Si on prend l'exemple du génocide rwandais, par exemple, la France a été très fortement impliquée dans la perpétration du génocide rwandais, puisqu'on s'est allié pendant le génocide, avant le génocide, pendant le génocide, après le génocide, avec la faction qui a commis ce génocide. Et les dirigeants français ont été impliqués très profondément dans ça. Et en plus, droite-gauche, hein, parce que c'est sous la période de la cohabitation, donc c'était François Mitterrand qui était président, Balladur qui était Premier ministre, Alain Juppé qui était ministre des Affaires étrangères, Sarkozy qui était ministre du Budget à l'époque. Donc toute la classe politique a partagé d'une certaine manière cette complicité. Mais le fait de ne pas avoir un chef, un roi qui aurait commis ce crime et contre lequel la colère du peuple pourrait s'élever et dire il est temps d'aller lui couper la tête,
eh bien, on a dans un régime, puisqu'il nous représente, d'une certaine manière, nous avons tous commis ce crime ensemble. Et ce fait-là, à mon avis, est psychologiquement important pour asseoir, d'une certaine manière, la domination que nos dirigeants peuvent exercer aussi sur nous, et le fait que nos colères ne peuvent pas se retourner contre eux. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, la démocratie est assez désarmante par rapport aux colères qu'on pourrait avoir, par rapport aux injustices qui existent, par rapport aux crimes qui peuvent être commis. Donc, d'une certaine manière, et c'est mon point de vue, la démocratie est le meilleur régime pour maintenir l'oligarchie en place. Ce qui ne veut pas dire que les valeurs démocratiques ne soient pas importantes. Je fais une distinguo entre les deux, et que les valeurs démocratiques peuvent exister sur des régimes relativement différents. Et l'oligarchie, elle, peut aussi exister sous des régimes différents, mais la démocratie, à mon avis, est un de ses régimes favoris. C'est une position radicale mais intéressante. Vous aviez je crois, un autre commentaire. Pardon, oui, jeune homme. Qu'est-ce qui se passe au Mali selon vous? Alors c'est intéressant parce que le Mali, c'est pas au Moyen-Orient, mais on va finir par mettre tout dans le Moyen-Orient, parce que c'est évidemment directement lié à ce qui s'est passé en Libye. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on le savait quasiment dès le début des événements en Libye que ça allait avoir un incident sur le Mali, puisque dès le début du conflit, on a vu que les islamistes étaient armés. Par l'Occident, avec l'aide des services secrets occidentaux, avec l'argent du Qatar et de l'Arabie Saoudite, mais qu'on armait ça et que les dépôts d'armes qui existaient sous Kadhafi n'avaient absolument pas été sécurisés par l'OTAN, puisqu'on n'a pas eu vraiment de troupes au sol, et que les armées du Qatar qui sont arrivées sur place, parce qu'on n'en a pas parlé, mais ils ont eu plusieurs milliers d'hommes qui ont envahi le pays, qui sont allés sur place pour aller aider en fait l'après-bombardement. Et il se trouve que donc, les dépôts n'ont pas été sécurisés. Donc on savait que ces dépôts allaient tomber aux mains des djihadistes et que ces djihadistes allaient continuer leur épopée sanglante, si on veut. Donc on savait que le Mali était une de leurs visées. Et les experts, évidemment par la télé, mais ceux qui peuvent s'exprimer de manière un peu plus libre, disaient qu'en effet, une des conséquences serait sans doute la déstabilisation du Mali, puisque notamment la France avait armé un certain nombre de bédouins, de tribus au Mali avec les armes de Kadhafi, les avait aidés à s'en saisir, et que, évidemment, une fois rentrées chez elles, elles allaient sans doute remettre en cause le pouvoir malien, qui était un pouvoir faible, qui ne respectait pas, toutes les revendications, notamment du nord du Mali. Donc, ce qu'on est en train de faire au Mali n'est qu'une manière de nettoyer les dégâts que nous avons créés nous-mêmes. Donc je ne vais pas applaudir Monsieur Hollande pour son intervention. Je ne vais pas forcément être contre, parce que finalement, aller nettoyer les dégâts que nous avons commis sur place, c'était un peu une obligation. Après, évidemment qu'il y a des arrière-pensées aussi de maîtrise de ressources liées un peu au pétrole, à un certain nombre d'autres ressources naturelles, à l'uranium du Niger, etc., etc. Donc on a des raisons d'être présents. Et si on regarde le modus operandi de l'Occident, c'est de développer encore une fois le chaos à travers les légions islamistes pour pouvoir prendre pied dans des endroits où on a envie d'être présent, pour pouvoir sécuriser en effet les ressources naturelles, pour éviter que les Chinois, qui sont de plus en plus présents en Afrique, qui eux développent des relations avec l'Afrique qui sont purement commerciales. C'est aussi intéressant de comprendre qu'une dictature comme la Chine a une manière de se comporter qu'on pourrait attendre des démocraties. Et les démocraties ont des manières de se comporter dans ces pays-là qu'on pourrait attendre d'une dictature. Donc c'est un peu à front renversé dans la manière des politiques étrangères, c'est qu'on regarde ce que fait la Russie et la Chine. Ils ont choisi le développement économique pour faire des partenariats avec les pays étrangers. Nous, on a choisi essentiellement la domination économique par la dette et l'écrasement par les guerres. Je trouve que c'est assez intéressant de se rendre compte que l'Occident démocrate a choisi ces moyens-là, tandis que d'autres pays qui ne sont pas nécessairement considérés comme des grandes démocraties ont choisi un autre mode de développement. Notamment au Mali. Oui, pardon. Oui, est-ce que, alors, du coup, ce qui s'est passé en Égypte, en Tunisie, on peut parler de véritable révolution populaire? Alors, ça c'est une question intéressante parce que il y a eu une révolution, j'allais dire, à consonance démocratique. Ça ne veut pas dire qu'elle ait été totalement populaire non plus. Parce que la démocratie, c'est, encore une fois, ça dépend de ce dont on parle, qui est une volonté de mettre à bas le régime en place de beaucoup d'intervenants, ça c'est certain, tous ceux qui étaient sur la place Tahrir et sans doute une grande partie de la population. Mais c'est pas parce qu'il y a des dizaines, même voire des centaines, ou même 1 million ou 2 millions de personnes qui descendent dans la rue dans la principale ville du pays, au Caire,
qu'un pays de 80 millions d'habitants approuve nécessairement cette révolte. C'est-à-dire qu'en effet, ça ne veut pas dire que ce soit illégitime, hein. Un mouvement même minoritaire peut être légitime, puisque ça dépend un peu des valeurs, de mon point de vue, qu'il promeut, mais il est difficile de dire véritablement si ce mouvement était partagé par l'ensemble de la population, j'imagine que non, et que l'aspect purement démocratique n'était pas non plus nécessairement partagé par l'ensemble de la population. Que la démocratie, est-ce que c'est la principale revendication que les gens ont, et est-ce que c'est la principale revendication légitime aussi? C'est-à-dire que nous, on est un peu enfants gâtés, donc on est habitué à vivre dans une démocratie. Pour l'instant, on a encore des moyens économiques de survivre chez nous. Mais est-ce que le paysan égyptien, est-ce que le paysan libyen, la principale préoccupation, c'est de pouvoir s'exprimer dans un journal, par exemple? Est-ce que c'est pouvoir utiliser Facebook? Est-ce que c'est de pouvoir critiquer son dirigeant? Ou est-ce que c'est simplement d'avoir le droit de manger, de nourrir sa famille, d'éduquer ses enfants, d'avoir une vie économique stable et d'exister? Donc il faut se poser aussi des questions de savoir quelles sont les véritables motivations des peuples. C'est-à-dire que dans un premier temps, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une évolution, mais dans des pays où il y a une grande proportion de paysans, par exemple, est-ce que le côté, j'allais dire, bobo parisien de la démocratie l'intéresse? Est-ce que c'est pas plutôt de pouvoir bénéficier du fruit de son travail? Donc est-ce que c'est la démocratie à l'occidentale, à l'américaine, qui offre comme idéal aux paysans libyens la possibilité de s'en sortir? Moi, je sais pas, moi je regarde la démocratie américaine. Est-ce que les 50 millions de pauvres américains qui sont le résultat d'un système, hein, qui sont le résultat quand même du pays le plus riche du monde, le plus puissant, il y a quand même 50 millions de pauvres. Il y a 15% de la population du pays qui vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce que ces gens-là vivent en démocratie? La démocratie, pour moi, la géométrie variable. Il y a des gens dans un même lieu géographique qui ne vivent pas dans le même régime. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est que la démocratie étant des valeurs, c'est aussi la manière dont on les vit. Et si moi, je crève de faim dans les rues de Washington, je ne vis pas en démocratie, surtout si c'est le résultat d'un système qui fait que je suis dans la rue. Alors que si je suis un Libyen paysan, que je peux vivre, que je peux éduquer ma famille, que mes enfants ont le droit d'avoir un métier de main, qu'il n'y a pas de violence dans les rues, que je ne vais pas être assassiné, et que moi, mon but, c'est pas de passer mon temps à injurier le président, enfin le guide libyen, par exemple. Pour moi, ma vie, en tous les cas, j'imagine qu'elle sera plus proche de mon idéal que la vie de l'Américain qui vit sous le pont de New York, mais qui a les amendements américains qui lui permettent de dire tout ce qu'il veut du président Obama. Donc il faut aussi voir à quoi sert la démocratie, pourquoi on l'utilise, comment on la vit, et voilà, enfin, c'est une réponse. Est-ce que d'après vous, l'Égypte est tellement plus une démocratie maintenant qu'avant? Parce que du coup, on a pu voir que Mohamed Morsi essaie de se croyer comme pouvoir. Oui, c'est une bonne réflexion. Pour moi, ça n'a pas changé. Enfin, disons qu'il y a un mouvement d'instabilité, donc je ne sais pas où ça va amener, mais on voit bien que l'armée d'abord n'a pas disparu, que Morsi n'est pas quelqu'un, en tous les cas, qui déplaît non plus aux Américains, et que l'oligarchie, la tête de l'oligarchie a disparu, mais l'oligarchie est toujours là. Rien n'a véritablement changé en Égypte. Donc après, c'est vrai que les frères musulmans qui étaient un peu mis de côté, qui n'étaient pas réprimés, hein, qui étaient quand même mis de côté, qui étaient une force d'appoint comme ça un peu dans l'ombre, ont un peu plus d'ambition, et que les élections qui ont eu lieu ont montré qu'ils représentaient 30%, 32% des votes, et qu'il y avait d'autres mouvements radicaux qui représentaient 20%, un peu plus de 20%, donc ensemble ils représentent plus de 50%, donc ça donne un peu la nature du régime qui va peut-être avoir lieu. Mais c'est vrai que si on respectait aussi les volontés démocratiques, on peut arriver à des régimes qui ne sont pas démocratiques au sens des valeurs, qui peuvent correspondre à l'opinion populaire, si vous voulez. Si la démocratie, c'est vraiment simplement respecter le vœu général, on peut peut-être arriver dans ce pays-là, en effet, à respecter la volonté générale, mais ça ne représentera pas la démocratie au sens des valeurs qu'on peut imaginer, celle des valeurs des Lumières. Mais pour l'instant, on est un peu dans une incertitude, donc on verra. Mais c'est vrai que les choses, on peut changer. Donc si les choses avaient vraiment changé, encore une fois, sans doute la frontière avec la Palestine aurait été ouverte, et que les vœux, j'allais dire, de la population réelle étaient ouvertes. Donc on leur a peut-être fait croire, oui, vous êtes mieux représentés, mais finalement, au fond, ce sera toujours un régime libéral, ce sera toujours un régime qui va sans doute composer avec Israël. Moi je dis pas que c'est bien ou mal, hein, mais je dis que c'est un constat. Oui. Est-ce qu'il existerait un système différent que celui du système démocratique, visiblement qui nous est imposé, qui nous permettrait de maintenir notre niveau social actuel en France, dans les pays occidentaux, et d'un niveau de vie? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'alternative?
Alors c'est toujours le problème, parce que c'est vrai que si on dit qu'il n'y a pas d'alternative, on a envie de se suicider immédiatement, et à la limite pourquoi parler de tout ça, parce que ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est un peu le sentiment qu'on a quand on étudie les choses, c'est qu'on a quand même du mal à changer. En même temps, il y a quand même des exemples de changement. Moi je pense qu'en Europe c'est très difficile de changer l'orientation qu'on a prise, qu'il y a eu un tel investissement, j'allais dire, de la puissance américaine et de l'idéologie atlantiste, qu'aujourd'hui c'est extrêmement difficile de sortir de ce carcan-là. Et on ne peut pas prédire s'il y a des événements qui feront qu'on arrivera à sortir de ça, que c'est souhaitable ou pas de sortir de ça, que les gens voudront en sortir ou pas, parce que, encore une fois, peut-être que les gens ne voudront pas en sortir. Mais il y a des exemples quand même dans des pays où, où certaines personnes arrivent, notamment en Amérique latine, à se défaire en partie de la tutelle des États-Unis, à se défaire en partie de la tutelle de l'Occident. Et alors après, il faut juger, voir si c'est des expériences réussies, si c'est des expériences réussies chez eux, mais qu'on ne peut pas reproduire chez nous, si c'est des expériences qu'on peut reproduire ou pas reproduire, dans quel sens. C'est très complexe, donc c'est pas facile de savoir ce qu'il faut, mais si on se tourne du côté du Venezuela, de la Bolivie, etc., mais qui sont aussi dans des situations socio-économiques très différentes des nôtres, donc eux, ils avaient peut-être aussi un pas différent à faire, ils étaient peut-être dans un régime plus brutal, un régime beaucoup moins social, etc., et qu'ils avaient besoin aussi de s'affranchir d'une tutelle qui était très forte de la part des États-Unis, notamment le Venezuela, l'Équateur, la Bolivie, etc. Entre parenthèses, c'est intéressant, c'est que tous ces mouvements qui ont existé en Amérique latine, qui sont des mouvements de gauche, assez radicaux et indépendantistes, ce que j'appelle gaullistes, entre guillemets, d'une certaine manière, c'est-à-dire vraiment vouloir être indépendant et non aligné, ont tous subi des coups d'État. Il n'y a eu aucun coup d'État en Amérique latine, sauf contre les pays qui expérimentent une vision, j'allais dire, réellement socialiste, en fait. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, encore une fois, moi je ne vais pas juger du fond, mais en tout cas c'est intéressant de se rendre compte que c'est les seuls pays où il y a eu des coups d'État depuis 2002, ça a commencé avec le Venezuela, et puis ça va continuer, il y a eu le Honduras, etc. Enfin bon, il y a eu l'Équateur, où il y a eu tentative de coup d'État, en Bolivie, tentative de déstabilisation récente par les États-Unis, etc., etc. Donc dire qu'il y a un espoir, oui, il faut toujours se battre pour d'autres choses si on pense que ce n'est pas le bon système, mais on a affaire à un rouleau compresseur idéologique tellement fort que le travail, il est infini. Donc, mais je pense qu'on ne commence pas un combat en pensant qu'on va le réussir, on mène un combat en fonction de valeurs morales. C'est-à-dire que si on pense que c'est ça qu'on doit mener, on le fait, et ce n'est pas parce qu'on pense qu'on va réussir qu'on doit le mener. Après, je pense qu'il est toujours possible, avec de la chance, de l'énergie, des circonstances historiques, d'arriver à changer les choses. Mais je ne peux pas dire grand-chose de plus. Ouais. Quelle était votre opinion sur le terrorisme islamique en Occident? Est-ce que c'est justement une limite de l'influence, des dérapages finalement de l'oligarchie vis-à-vis des groupuscules terroristes, ou alors au final c'est juste les yeux fermés de l'Occident pour asseoir leur idéologie sur la population occidentale? Il y a un peu des deux. Oui, il y a évidemment des deux. Il y a à l'extérieur, évidemment, l'utiliser comme un instrument pour créer des chaos, pour détruire les États-nations, Libye, Syrie, Irak, Afghanistan, sur des lignes ethno-religieuses qui fait que ça les affaiblit. Donc c'est un instrument, j'allais dire, de pouvoir assez classique et assez compréhensible. Et évidemment, l'usage du terrorisme, c'est-à-dire qu'en plus, quand on le développe, il nous sert à l'étranger, mais en plus, il nous sert aussi en interne, puisqu'on dit « Ah, le terrorisme islamique, il se développe partout ». Et aucun foutu journaliste n'est capable de dire qu'on les aide. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a devant nous, devant nos nez, l'expression même de l'alliance entre l'Occident et l'Arabie Saoudite et l'expression même de la farce de la lutte contre le terrorisme. Et pourtant, tous les jours, les journaux nous vendent la lutte contre le terrorisme et le danger du terrorisme islamique. Donc c'est évident que c'est aussi une manière, le fait de terroriser les gens, c'est aussi une manière de les soumettre, évidemment de leur faire peur en disant que la menace réelle c'est ça. Donc l'oligarchie, d'une manière générale, a besoin d'inventer des menaces pour casser. Alors c'est vraiment ça le rôle de l'oligarchie, c'est vraiment de créer des menaces et des peurs pour casser, j'allais dire, la lutte des classes en fait. C'est-à-dire que la lutte des classes, je parle même pas de référence marxiste, mais la lutte des classes, ça existe. C'est-à-dire qu'entre les gens qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'en ont pas beaucoup, entre les petites classes et puis ceux qui se gavent depuis 30 ans, il y a quand même des intérêts différents. Ce n'est pas les petites classes qui gouvernent les nations occidentales, alors qu'on est dans une démocratie et qu'elles sont plus nombreuses. C'est une toute petite classe qui se réserve l'essentiel des fruits de la richesse qui est créée par tout le monde et qui arrive à le faire en utilisant un certain nombre de peurs. Évidemment, la peur du chaos, la peur de l'islam, ce qui permet de détourner, j'allais dire, l'attention intellectuelle et l'attention nerveuse ou la psychologie des foules des réels problèmes ou des réels enjeux qui existent. Donc moi, quand on me dit que l'islam est un danger, alors que, d'une manière générale, c'est pas le principal danger, ça me permet, je veux dire, ça me fait rire et en même temps, je vois bien que c'est utilisé pour démobiliser les gens. Moi, je veux juste savoir ce qui est par rapport à l'utilisation de 11 septembre. Oui. On avait entendu à droite à gauche des théories qui paraissaient un peu fumeuses par rapport à justement. Alors, c'est intéressant de se poser cette question parce que pour moi. En
Alors c'est un sujet très intéressant parce que c'est un sujet quasiment inabordable. Il y a beaucoup de choses qui sont inabordables, mais dans les fondamentaux de l'oligarchie, j'ai dit il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas remettre en cause, mais il y a aussi les fondamentaux psychologiques ou les tabous qui sont créés sur un certain nombre de sujets pour vous empêcher de vous poser des questions. Or, quand on est un journaliste ou quand on est un intellectuel, quand on est un historien, quand on est un simple citoyen, on doit pouvoir se poser les questions sans aucun tabou a priori. C'est-à-dire qu'on peut même avoir le droit de se tromper. On peut avoir, de mon point de vue, on peut avoir le droit de défendre une théorie non officielle du complot sur le 11 septembre sans devoir penser qu'on doit criminaliser mon opinion et que je suis un antisémite, parce que finalement c'est toujours ça qui revient, on ne sait pas trop quel est le lien entre les deux, mais c'est finalement ça qui est. On traite les gens qui se posent des questions de négationnistes, on va dire que ce sont des conspirationnistes. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, la semaine dernière, sur France 5, moi j'ai pas la télé, mais j'ai des bons renseignements sur ça. J'ai pu voir des extraits, le reportage qui a eu lieu sur France 5, donc, qui s'appelait les réseaux de l'extrême, qui a été fait par Caroline Fourest, et dont le premier volet est sur les conspirationnistes. Et elle a fait une série de 4. C'était hier ou ce soir, je ne sais pas, le numéro 2, mais une série de 4 volets sur l'extrémisme, sur les réseaux de l'extrême, donc les réseaux islamistes, les terroristes, l'extrême droite méchante, racialiste, et le premier volet c'est sur les complotistes, donc c'est sur des gens qui se posent des questions, et qui se posent des questions sur des sujets que l'oligarchie ne veut pas qu'on ouvre. Encore une fois, on peut se tromper en se posant des questions, mais on devrait avoir le droit de se la poser. Donc moi, mon principe en tant que journaliste, méthode, ou journaliste ou citoyen, encore une fois, c'est de dire, posez-vous des questions, mais essayez d'y répondre, et après vous verrez. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur de se poser la question, personne ne doit m'interdire de me poser une question. Déjà, si vous m'interdisez de me poser une question sur un sujet comme ça, je dis c'est bizarre, quoi. Moi, personnellement, j'ai envie de fouiller. Et je l'ai fait d'ailleurs, parce que c'est un des sujets sur lequel l'Idiot du village, mon site, sur lequel j'ai travaillé il y a maintenant plus de 10 ans, donc je connais un peu le sujet. Je suis même allé aux États-Unis, je suis allé rencontrer des gens, des familles des victimes, etc. Encore une fois, je peux sans aborder le fond du sujet, mais une fois que vous avez compris l'alliance indéfectible qu'il y a entre l'oligarchie américaine et l'oligarchie d'Arabie Saoudite, que ces copains cul et chemise ensemble depuis 50 ans, ce n'est pas des petites relations, encore une fois, d'affaires, c'est que tous les grands pontes de la politique américaine, quand ils se retirent de la vie politique ou même pendant leur vie politique, ils donnent des conseils au prince d'Arabie Saoudite, au prince du Qatar, au sultan de ceci, au sultan de cela, et qui se font dire que toute leur fortune est basée sur ces conseils-là, que Henry Kissinger, qui est quand même un des grands pontes de la géostratégie américaine et personnage très important dans l'histoire géopolitique américaine, et ses principaux clients, c'est l'Arabie Saoudite, que Tony Blair, quand il finit sa carrière politique, il va travailler pour le Qatar et la Libye, que Sarkozy, quand il finit, il va travailler pour le roi du Maroc et un fonds du Qatar, ou qu'il va créer un fonds du Qatar, que tous ces gens-là, et que le Qatar est présent partout, qu'avant les élections présidentielles pour Hollande, M. Hollande a envoyé M. Fabius aller voir le Qatar avant les élections, que le Qatar finance toute la politique française. Tous les politiciens vont réclamer de l'argent dans les élections présidentielles. Quand vous avez compris tout ça, quand vous avez compris tous ces liens, dire c'est juste quelques Arabes dans une cave avec des cutters qui ont fait tomber des tours qui étaient destinées qui étaient construites par des architectes qui disaient que ça pouvait soutenir des avions qui rentraient dedans, qu'une troisième tour est tombée alors qu'elle n'a eu aucun dégât, que ces 3 tours appartiennent à une même personne qui est liée au pouvoir des néoconservateurs américains, enfin, si vous commencez à vous poser des questions, soit on me prend pour un idiot, mais c'est évident que, vu les intérêts entre l'Arabie Saoudite et les États-Unis, qu'on ne peut pas écarter les liens. Et on pourra en parler pendant des heures, on pourra faire une conférence là-dessus une autre fois ou ailleurs. Mais il suffit de réfléchir un peu. C'est se poser des questions, les comprendre les enjeux et quelles sont les clés de compréhension derrière. Et si on criminalise ma pensée, sans argument, c'est-à-dire que me dire que je suis un antisémite, par exemple, parce que c'est vraiment ça l'accusation de base, quoi. Je pourrais être juif ou quoi que ce soit, ils s'en foutent d'ailleurs. Hein, c'est encore pire d'ailleurs, parce qu'en général, c'est presque une traîtrise, etc. Mais donc, utiliser le terme conspirationniste pour dire ça, alors que la thèse officielle est aussi une théorie du complot. La thèse officielle est une théorie islamophobe, en fait. C'est dire, voilà, à chaque fois que le mal se fait dans le monde, c'est les Arabes qui sont responsables. Il n'y a même pas besoin de preuves. C'est ça qui est génial avec la théorie du complot officielle, c'est de dire, il n'y a pas besoin de preuves, on n'a besoin de rien, des soupçons, du moment qu'il y a un Arabe dans le coin, un soupçon suffit pour le culpabiliser et le rendre coupable. Par contre, quand on amasse une pile de preuves comme ça, de faits troublants,
et de faits concordants qui devant un tribunal devraient permettre d'accuser la personne, mais que la personne est un occidental ou un dirigeant occidental, ah ben non, le dogme de l'infaillibilité démocratique fait que quand un blanc agit et qu'il est en Occident, il agit normalement pour le bien. Donc vous pouvez avoir une pile de preuves, ça suffit jamais. Vous pouvez avoir un soupçon, ça suffit pour accuser un arabe. Voilà. Oui. Du coup, on parle de censure, de secret, d'oligarchie, mais vous avez mené comment votre travail d'investigation pour ces thèses-là? Alors, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que ça demande une méthode. En plus, c'est pas mon métier, j'en vis pas parce que je pense qu'en effet, je cherche même pas à en vivre parce que je sais que je pourrais pas le faire sinon. Mais donc ça demande une méthode. Donc le but, c'est de plaire à personne. Déjà, psychologiquement, pour faire sa méthode, c'est se dire, je recherche des éléments. Je ne vais pas défendre la droite, la gauche, je sais pas, les États-Unis, Israël, la France, ni la Libye, ni la Syrie, ni l'Iran. Je m'intéresse à dire, je suis seul face aux faits et je vais essayer de les trouver. Alors la méthode à utiliser, c'est voilà, l'approche principale, c'est ça. Ensuite, c'est se dire, il faut que je m'ouvre à toutes les sources. Moi, je prends toutes les sources, hein. Je prends les sources officielles, je regarde évidemment tous les rapports qui sont produits par des ONG, je regarde énormément les centres de réflexion, ce qu'on appelle les think tanks aux États-Unis, qui sont des centres de réflexion qui produisent la réflexion géostratégique de la principale puissance du monde. Je m'intéresse évidemment aux gens qui vont sur place. J'ai essayé d'établir des liens avec des gens qui sont sur place. Sur certains sujets, j'ai pu aller sur place. Par exemple, sur ce qui est de l'affaire rwandaise, parce qu'en fait, j'ai vraiment commencé à travailler sur un sujet qui m'intéressait, c'était la complicité de la France dans le génocide rwandais, par exemple. Donc je suis allé sur place pas au Rwanda, mais à Arusha, où il y avait les procès des personnes qui avaient participé au génocide. Enfin, les procès des Rwandais qui avaient participé, hein, parce que les Français, évidemment, ils n'iront jamais en procès. Ils sont bien protégés. Donc c'est vraiment tout faire, et c'est passer son temps à chercher, à essayer de comprendre, à essayer de décortiquer, à avoir des liens, à des confirmations, à tout lire, à tout comprendre. Et puis évidemment, enfin, il faut vraiment passer un temps de fou. Alors juste pour prendre un exemple, sur les bombardements qui auraient été faits par Bachar el-Assad sur la ville de Homs. Il n'y avait pas d'a priori, hein, il aurait pu le faire. Donc je me suis dit oui, ça va être intéressant, je vais regarder tout ce que je trouve. Donc le Monde avait fait une sorte de petit condensé des vidéos qui auraient été prises sur place sur les bombardements en disant ah voilà, on a la preuve que le régime de Bachar el-Assad bombarde son peuple. Bon, j'ai regardé la vidéo. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voilà, on a le discours officiel qui dit on a la preuve d'eux. Bon, ils nous disent les vidéos viennent tous des insurgés qu'on nous présentait comme des gentils et démocrates, alors qu'on sait que ce sont des islamistes qui défendent le wahhabisme, le salafisme radical, qui filmaient ça. Et puis sur les vidéos, si on regarde, on ne voit absolument rien. C'est-à-dire qu'on voit une petite fumerole, on ne voit pas qui tire, on ne voit pas l'origine de tir, on entend des pétards en fait. Enfin, donc on prouve rien quoi. Donc et à partir de là, le Monde, lui, fait un énorme titre en disant on a la preuve que. Alors je suis allé voir toutes les vidéos, donc j'ai passé, j'ai passé une nuit entière à regarder. J'ai peut-être 12 heures de vidéos, tout ce que j'ai pu trouver sur tous les sites, Al Jazeera, les sites proches des islamistes, les sites de l'opposition, les sites de machin, j'ai tout regardé. J'ai pas trouvé un truc qui me permet de confirmer quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas lieu, mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moins, la preuve qui nous était avancée, elle n'existe pas. Donc après, de fil en aiguille, il faut aller voir ailleurs. Donc c'est un travail de dingue. Il est difficile, à mon avis, pour les citoyens de passer. Enfin, chacun ne peut pas passer son temps à faire ça. Et ça doit être le travail fait par les journalistes, avec une méthode rigoureuse, avec l'idée de ne plaire à personne, avec l'idée qu'on peut se tromper aussi. C'est-à-dire que je peux avoir des éléments, puis dans 6 mois, sur d'autres éléments, je dirais ah oui, là c'est vrai. Il ne faut jamais être fermé à réviser aussi son jugement. Il ne faut pas, il faut pas avoir de tabou. Il faut, voilà. C'est vraiment une méthode, quoi. Oui. Alors, je pense, ça c'est très intéressant parce qu'on n'a pas parlé du sujet qui était le premier, le premier titre d'ailleurs je crois de la conférence qui était sur l'idée de la Troisième Guerre mondiale. Et la Troisième Guerre mondiale aurait pu commencer à travers la Syrie en fait. Parce que c'est quand même un point très chaud la Syrie pour les Russes, pour les Chinois. Il y a vraiment des raisons qui auraient pu faire que c'est aussi un palier pour lui attaquer l'Iran parce que c'est aussi un allié de l'Iran et qu'en affaiblissant la Syrie, ça permettait aussi de pouvoir ensuite plus facilement attaquer et d'isoler l'Iran. Donc l'avenir de la Syrie, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un petit changement
dans l'administration Obama. D'abord, ils ont vu qu'il y avait une opposition de la Russie et de la Chine, que c'était quand même la Russie en plus une base navale sur place. Et ils ont dit que bon là, les Russes, ils maintenaient une position ferme. Même si les journaux, tous les jours nous disent que les Russes changent d'avis, les Russes sont d'accord avec nous. Il suffit de reprendre les journaux, vous verrez qu'ils ont dit ça tous les 15 jours, alors qu'en fait ils n'ont jamais changé d'avis, qu'ils ont toujours soutenu Bachar el-Assad, ou moins le type de régime qui est en place. Le personnage, à la limite, il s'en fiche. Mais depuis, alors c'est un peu intéressant parce qu'il y a un changement vis-à-vis de l'Iran. Du coup, il y a un changement vis-à-vis de la Syrie. Avant la deuxième élection d'Obama, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, mais encore une fois, dans la presse occidentale, vous n'en aurez jamais entendu parler, il suffisait d'avoir lu un certain nombre de rapports qui ont été publiés par les think tanks américains qui sont proches de l'administration Obama. L'administration Obama, en fait, le gars qui est derrière, lui, dirige rien, hein, d'une certaine manière. On lui dit de faire ce qu'il fait en matière politique étrangère, hein, on lui demande fais ça, il le fait. C'est Brzezinski, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était celui qui a écrit en 97 Le Grand Échiquier, qui est donc un géostratège très considéré, qui était le conseiller à la sécurité nationale de Carter, et qui est très influencé les néoconservateurs. Et ce gars-là, c'est lui qui, d'une certaine manière, a composé le gouvernement Obama et qui a mis tous les gens de la trilatérale, hein, ces fameux groupes comme les Bilderberg, qui réunissent des gens un peu influents pour se rencontrer et puis échanger un peu les connaissances sur les sujets à venir. Et donc, Brzezinski, à plusieurs reprises, avant les élections, il a fait des commentaires en disant voilà, on commence à un peu avoir marre d'être dépendant de la politique étrangère israélienne. La politique étrangère américaine devrait un peu se désolidariser de ce qui se passe en Israël. Des petits signes qui sont très étonnants parce que ce n'est pas le genre de choses qu'on entend habituellement. Ensuite, il y a eu un rapport écrit par le Council on Foreign Relations, qui est le CFR, qui est aussi une sorte de groupe un peu comme Bilderberg, trilatéral, qui a pondu un rapport juste avant l'élection d'Obama en disant « Ah, mais un Iran nucléarisé, ça serait pas si mauvais finalement, ça pourrait peut-être stabiliser la région. » Ça fait je sais pas combien de décennies qu'on nous vend que l'Iran nucléaire c'est l'horreur, ça serait la fin du monde parce qu'ils veulent tout détruire. Ce qu'on nous vend à chaque fois qu'il y a un ennemi, hein, on le diabolise et on dit qu'il veut tout envahir, tout détruire, tout annihiler autour de lui, alors qu'évidemment c'est pas le cas, il n'est pas idiot. Il ne prendrait pas ces risques. Tout d'un coup, il y a un changement de ton. Et ça, c'était juste avant les élections. Et ce qui est intéressant, c'est que ce changement de ton est un changement stratégique assez radical, au moins sur la manière dont les États-Unis semblent vouloir aborder le problème iranien. Et puisqu'il y a ce changement de ton et que Obama, Brzezinski ont remporté les deuxièmes élections face à quelqu'un d'extrêmement néoconservateur qui était prêt à aller en guerre avec l'Iran, ce changement de position qui est à mon avis une compréhension de la manière dont se déroule justement, une compréhension des dangers qui peuvent dérouler de la stratégie qui a été utilisée jusqu'à présent, de créer des chaos partout, qui pourraient être immaîtrisables. Et je pense que la vision des géostratèges donc, autour de Brzezinski est de se dire qu'il est peut-être plus intelligent aujourd'hui de faire avec des puissances régionales assez fortes, de s'en faire des amis, puisque finalement l'Iran c'est pas un pays idiot non plus, c'est des gens avec qui on peut discuter, plutôt que de vouloir à tout prix mettre le chaos dans toute la région, chaos qui pourrait être immaîtrisable et déboucher sur une troisième guerre mondiale, puisque d'autres grandes puissances ont quand même des intérêts très différents. Donc les géostratèges néoconservateurs sont prêts à aller quelquefois justement, on n'a pas parlé, c'était le titre de la troisième guerre mondiale, en disant qu'à travers un chaos généralisé, la puissance américaine pourrait en sortir victorieuse en raison de sa suprématie militaire. Et les autres doutent un peu de ces stratégies, ils préfèrent des guerres de plus basse intensité, ils préfèrent utiliser les drones pour arriver à des petits résultats et additionner ces petits résultats. Donc il y a un changement de stratégie, on ne sait pas s'il va être continu, on ne sait pas s'il va être affirmé encore pendant longtemps, mais on sent ça. Et depuis, on voit bien que les États-Unis ont envie de négocier avec les Russes la sortie du conflit syrien. On voit bien qu'ils lâchent un peu du lest par rapport au soutien qu'ils avaient par rapport aux islamistes sur place, que le Qatar, lui, est un peu fâché de ça, que le Qatar veut quand même continuer parce qu'il a mis beaucoup d'argent dans cette affaire et donc ils veulent absolument y arriver, que sans doute ils n'y arriveront pas parce qu'il y a quand même l'unité du peuple syrien contre les envahisseurs et que du coup ils vont peut-être abandonner et trouver une solution de règlement amiable avec les Russes dedans et peut-être même l'Iran impliqué dedans, etc. Donc c'est intéressant de voir vraiment la différence géopolitique qui fait que l'optique d'une troisième guerre mondiale, un conflit généralisé, se recule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait pas un autre prétexte, qui permettra peut-être de déclencher ça et que j'allais dire les gens qui dans l'oligarchie américaine sont opposés à cette vision un peu plus modérée de la position américaine par rapport à l'Iran ne remportent pas le pouvoir ou n'est pas de l'influence en créant une diversion ici ou là pour reprendre du poil de la bête. Voilà.
rien n'est dit, ce qui permet aussi de comprendre que l'oligarchie n'est pas complètement unie. Elle est unie dans les fondamentaux, que j'ai exposé tout à l'heure, mais elle n'est pas nécessairement unie dans le modus operandi, et puis chaque morceau de l'oligarchie a envie aussi de tirer à soi la couverture pour gagner plus d'argent, avoir plus de pouvoir, etc. Donc ils peuvent avoir des conflits comme ça qui s'expriment dans la géopolitique internationale. Ce sera la dernière question, désolé. Il y a un peu trop de temps. Ouais. C'était concernant, donc je reviens sur le sujet du 11 septembre. Concernant Oussama Ben Laden, donc, au moment où Barack Obama a été élu, ouais. Peu de temps après, donc, Oussama Ben Laden est mort. Comment est-ce qu'on peut interpréter cette mort dans le sens où on n'avait plus entendu parler, on cherchait depuis... Oui, alors ce qui est intéressant, c'est qu'en plus Bush avait dit qu'il ne s'intéressait plus à la recherche de Ben Laden, que ce n'était pas une de ses priorités, ce qui était d'ailleurs aussi assez étonnant. Puis en effet, il avait disparu, qu'il y avait eu des rumeurs de sa mort dès 2001. D'ailleurs, après les attentats du 11 septembre, des gens qui disaient qu'il l'avait déjà enterré, je ne sais où, quelque part. Qu'en effet, on n'a aucun élément qui permet de dire quoi que ce soit sur la mort de Ben Laden. C'est pour ça que moi, je ne peux pas me prononcer, dire si c'est vrai ou non. En tout cas, on n'en a aucun élément probant, ça c'est certain, qui nous ont donné aucun élément. Et même s'ils nous en avaient donné, on pourrait de toute façon douter aussi des éléments. Donc le problème, c'est que ça ne changerait pas forcément grand-chose d'avoir des images ou d'avoir un quelconque élément, parce que venant de l'administration américaine, on a bien vu comment ils sont capables de manipuler depuis très longtemps tous les événements. Hein. En guerre en Irak, on se souvient des armes de destruction massive, on se souvient des fausses couveuses de Saddam Hussein. Voilà, exhibé. Enfin, on se souvient de tellement de mensonges répétés qu'ils pourraient même. Mais je crois qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, ça ne servait même plus à rien de prouver quoi que ce soit, parce que ce qui compte, c'est d'avancer. Ils ont leur théorie. Les gens qui ne sont pas d'accord, on les traite de théoriciens du complot, de conspirationnistes. Il n'y a même plus besoin de prouver quoi que ce soit. On peut. Je veux dire, ça leur facilite le travail. Aujourd'hui, ils n'ont pas peur du ridicule. En fait, ce qui compte, c'est qu'ils arrivent à leur fin. Donc, c'est pas très grave, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez. Pour moi, la mort de Ben Laden, je ne sais pas si c'est vrai, c'est vrai que c'est douteux, parce qu'en tous les cas, on n'a absolument aucun élément, que c'était une belle mise en scène. La photo de famille a été un peu truquée, en plus retouchée sur Photoshop. On voit Barack Obama et tout son staff en train de regarder l'événement. Ça paraît un peu douteux. J'ai réussi à voir le film sans payer ma place de cinéma. Le film là, qui relate la Zero Dark Thirty, qui est d'ailleurs un film proprement ennuyeux et sur le fond, il n'y avait aucune intrigue. Mais pareil, on n'apprend rien. C'est vrai que la manière dont c'est présenté est assez rocambolesque. À côté de l'équivalent de West Point au Pakistan, dans un pays qui est à la fois ami et pas ami. Les militaires ne se rendent pas compte de l'arrivée d'hélicoptères américains sur leur territoire, dans une ville où il y a une des principales écoles de formation militaire du Pakistan. Enfin, ça, c'est vrai qu'il est un peu ridicule, mais bon. Pardon ? Oui, c'était ces raisons-là où... Oui, non, c'est pour ça que beaucoup d'éléments paraissent à peu près ridicules. À la limite, on est tellement habitué à ça que ça change. Cet élément-là, qu'il soit faux ou factice, ça ne change pas grand-chose par rapport à la réalité des mensonges qu'on peut utiliser en Occident, quoi. C'est légal de mentir comme ça? Ah bah oui, il n'y a rien. Hein, quand on est le plus fort, ça d'ailleurs on le voit même dans le droit international. Le droit, c'est juste, c'est un rapport de force. Hein. L'illusion du droit, ça c'est encore un truc qu'on nous vend, mais le droit au final n'est jamais qu'un rapport de force. Hein. Et même moi qui suis avocat, j'ai pu le constater dans les tribunaux ou autre chose, sur les affaires pas importantes, le droit est important, mais dans les affaires, dès qu'il y a des choses sensibles, c'est un rapport de force. Donc, voilà. L'histoire, en fait, on voit par exemple De Gaulle qui était un petit peu sensible. Ouais. Comment il est parti du pouvoir, est-ce qu'on peut se poser des questions sur des actions comme les 68? Si, bah, c'est assez... comme on connaît le modus operandi des puissants, des États-Unis quand ils n'aiment pas même un allié, qu'ils ont souvent renversé des régimes démocratiques, hein, c'est quand même ça. Les démocraties ont souvent lutté contre des démocraties pour installer des dictatures dans les pays qui ne leur plaisaient pas. On peut, en effet, il y a quand même de chances qu'en effet De Gaulle, qui était quand même un personnage qui les agaçait au plus haut point, ils aient pu utiliser mai 68 comme une forme de révolution colorée qu'on a pu voir dans un certain nombre de pays de l'Est après la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire d'utiliser des mouvements étudiants un peu manipulés pour essayer de déstabiliser un régime et puis remplacer un dirigeant. En effet, il y a de ça, ça serait intéressant, je pense, d'étudier cet événement-là en essayant de voir si derrière mai 68, en effet, il n'y a pas eu une manipulation, d'autant plus que le leader, comme Ben dit, c'est des gens qui, on voit bien, sont ce qu'on appelle des libéraux libertaires, qui correspondent exactement au modèle de développement commercial
et capitalistes des États-Unis, qui ont une phraséologie de gauche, mais qui n'ont rien de gauche, qui d'ailleurs n'ont jamais vraiment été, qui sont là pour vendre des produits américains, qui ne condamnent jamais les guerres américaines. C'est quand même marrant pour un mec qui est censé avoir été un leader de l'extrême gauche en 68, de se rendre compte qu'il défend toujours les guerres américaines, qu'il ne les critique jamais, qu'il considère que Chavez est un dictateur, etc., etc. Donc il suffit on comprend très bien ces personnages-là qui ont en plus des choses quelquefois à se reprocher, qui sont assez facilement utilisables pour un certain nombre d'objectifs. Donc moi c'est vrai que si j'avais étudié mai 68, je pourrais l'étudier dans ce sens-là. J'en parle pas dans le bouquin, mais dans le prochain, si j'ai l'occasion d'écrire un bouquin, j'essaierai d'aborder ce sujet. Sinon sur Internet, voilà.